Salut, c'est Rose. Vous écoutez Poule Sentimentale, le podcast qui parle de nous, les animaux. C'est le début de la 3e saison déjà et, chères auditrices, je vous remercie chaleureusement pour votre soutien et votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter Poule Sentimentale. Aidez-moi à élargir l'impact de ce podcast pour sensibiliser le plus de personnes possible au sujet que nous défendons avec mes invités pour les autres animaux. Partagez les épisodes qui vous touchent. Partagez-les le plus possible autour de vous. Faites-les écouter à vos amis, à votre famille. Passons maintenant à l'épisode qui ouvre cette nouvelle saison. Petite, avec ma famille, j'allais souvent me promener dans les collines proches de chez moi. Sur les chemins caillouteux qui embaumaient le thym et le romarin, il nous arrivait de croiser des chiens et leurs humains, mais très rarement d'autres animaux. Je trouvais en revanche des cartouches sur le sol. Et quand je demandais ce que c'était à mes parents, je sentais un malaise dans leurs réponses. C'étaient les traces de tuerie auxquelles nous n'assistions jamais. Si nous ne croisions pas d'animaux sauvages, c'était parce qu'ils avaient peur de nous. Je n'ai jamais compris le plaisir de tuer. Aujourd'hui, je reçois Mila pour parler de la chasse et des victimes qu'elle fait quotidiennement, autant les humains que les autres animaux. Alors ouvrez grand vos oreilles et vos cœurs. C'est parti! Bonjour Mila. Bonjour Rose. Alors Mila, vous avez créé et faites partie du collectif Un jour un chasseur et vous avez coécrit le livre « Chasser tue aussi des humains » à la suite du décès d'un de vos amis, Morgane, tué par un chasseur. Est-ce que vous voulez bien nous raconter ce qui est arrivé à Morgane ? Oui, alors c'était le 2 décembre 2020 à 16h45. Je précise parce que ça permet de visualiser un peu la scène en décembre, le début de décembre à 16h45. On peut imaginer que la nuit commence déjà pas mal à tomber. Morgane, qui avait 25 ans, était en train de couper du bois dans son jardin, à une centaine de mètres de sa maison. Donc il avait fait ça tout l'après-midi. Quand il est mort, il utilisait une tronçonneuse, il avait un casque anti-bruit sur les oreilles. Donc on peut imaginer que sa présence, en tout cas, était, si elle n'était pas vue, elle pouvait être potentiellement entendue aux alentours. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, il a été tué par un chasseur, un jeune chasseur de 33 ans qui venait d'avoir son permis 6 mois auparavant. Le chasseur lui a tiré dessus le confondant avec un sanglier. Enfin, c'est en tout cas ce qu'il a dit. Donc Morgane a reçu une balle donc de gros calibre dans le thorax et il est mort quelques minutes après. En fait, il n'est pas mort tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Enfin, je veux dire, le chasseur a vu tout de suite, il a été secouru, ils ont essayé de faire quelque chose ? Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, en fait, le petit frère de Morgane était présent dans la maison. Son petit frère, en fait, a tout de suite, je pense qu'il a entendu le coup de feu vraiment très près. Donc, en fait, il s'en est tout de suite assez vite rendu compte. Il a essayé de contacter Morgane. Le chasseur s'en est rendu compte aussi, instantanément, je crois. Donc, il est venu, il est arrivé sur les lieux. Le maire a été appelé, le maire s'est déplacé. Les secours ont été appelés. Et je crois qu'une quinzaine de minutes après, en fait, d'agonie, les secours, je ne sais plus exactement quels sont les délais, mais en tout cas, quand les secours sont arrivés, c'était trop tard. Et en tout cas, ce qui était sûr, c'est que le chasseur, en fait, a tiré depuis une parcelle donc, qui se trouvait donc à 200 mètres de la maison de Morgane. Donc c'était la seule, c'est une toute petite parcelle dans laquelle il était possible de chasser, mais c'était une parcelle isolée parmi plein de parcelles où il était interdit de chasser. Donc en fait, toutes les balles potentiellement qui sortaient de cette parcelle étaient du coup en infraction. Donc là, d'autant plus que c'était en direction d'une maison et sur une cible, Morgane, qui n'était pas identifiée. En fait, c'était ça. Vraiment, les mots du chasseur à l'époque ce qu'il a dit, c'est que j'ai vu une masse sombre et j'ai tiré. C'est vraiment ce qu'il a dit, c'est ce qui s'est passé. Ça a beaucoup été relayé dans la presse comme étant un accident. Enfin, c'est le terme un peu générique utilisé. Nous, on essaie vraiment de changer le vocabulaire autour de ces drames liés à la chasse. Pour plusieurs raisons. C'est difficile d'en utiliser d'autres parce qu'on n'en a pas. Donc je pense qu'à chaque fois qu'on va le dire aussi dans ce podcast, on va mettre des gros guillemets avec nos doigts qu'on voit pas mais qu'on signale. Mais parce que quand un chasseur prend un fusil et
appuie volontairement sur la gâchette, c'est pour tuer. Donc effectivement, c'était pas Morgane qui voulait tuer, c'était un sanglier. En fait, le résultat, finalement, est le même dans le sens où l'acte pour lequel ce chasseur a tiré en fait était volontairement pour tuer un individu et donc dans ces cas-là c'est pas un accident, c'est plutôt bien exécuté parce qu'effectivement il a très bien visé et malheureusement en fait c'était Morgane qui était de l'autre côté. Oui, c'est assez dingue de se dire que il a pris un être humain pour un sanglier tout en ne ratant pas sa cible. Enfin, effectivement, il y a quelque chose de complètement contradictoire dans ce qui est dit. Une masse sombre, ouais, c'est vraiment très spécial comme argumentaire. Est-ce que c'est un argumentaire qui revient souvent, ça Ouais, tout à fait. C'est un argumentaire qui revient souvent, même en fait, je l'ai confondu avec un sanglier. J'ai l'impression que c'est un peu l'excuse, mais un peu facile en fait des chasseurs et qui permet du coup de les dédouaner de tout l'acte, de toute la responsabilité qu'ils avaient. Ça va être oh j'ai cru que c'était un sanglier. Ah moi c'est bon. Du coup ah oui effectivement c'est un accident. Là, dans le fait, et le chasseur qui a tué Morgane s'en est absolument pas caché. Il l'a répété vraiment tout le long du procès. Il a volontairement tiré en fait sur la maçon parce que ce qu'il raconte, c'est que ça a pris du temps. Enfin, il a vraiment, si on cite vraiment ce qu'il a dit tout le long du procès, c'était voilà, on a vu un sanglier qui traversait le champ. Il y avait plein d'infractions en fait dans cette battue, c'était n'importe quoi. Mais ils étaient en véhicule, ils se sont arrêtés, ils ont couru à travers le champ pour poursuivre ce sanglier. Ce qu'il raconte, c'est qu'il s'est arrêté, il a attendu, il a vu une masse sombre bouger, il a attendu qu'elle bouge plus. Et dès qu'elle a plus bougé, il a tiré. Donc en fait, vraiment, il y avait une volonté de viser en fait cette masse sombre. C'était pas le larme qui a glissé, qui s'est malencontreusement, enfin voilà, qui a tiré malencontreusement une balle sortie de nulle part. Non, non, c'était vraiment un acte délibéré. Voilà. Et nous, on essaie vraiment de contourner ce terme-là, accident, parce que quand on parle d'un accident, il y a toujours cette idée que c'est une fatalité, que ça doit arriver, que on peut rien faire en fait pour l'empêcher, alors que dans beaucoup de cas, cette règle d'identification de la cible, elle est pas respectée. Et c'est une des premières règles, je crois, et l'une des seules règles de sécurité à la chasse, et visiblement, c'est pas du tout ce qui est fait en général. Et non, on va le voir, ça fait beaucoup plus de victimes que ce qu'on pense, victimes humaines. Donc, il y a eu un procès, vous l'avez dit. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce chasseur ? Alors, donc il y avait 2 personnes qui avaient été mises en cause lors du procès. Donc il y avait le tireur voilà, qui a tué Morgane, et aussi le chef de la battue qui avait aussi été mis en cause pour non-respect de certaines règles élémentaires, et aussi qui portait la responsabilité de cette organisation. Je crois que le juge à l'époque avait dit une battue organisée de manière complètement loufoque. Ce qui s'est passé, c'est que les 2 ont été condamnés à du sursis. Donc 2 ans avec sursis pour le chasseur qui a tué Morgane, et il me semble 18 mois pour le directeur de la battue. Ce qui est assez nouveau, on va dire, c'est que le chasseur qui a tué Morgane s'est vu retirer le droit de chasser en fait à vie. Moi, je l'avais jamais vu avant. Alors, il y a peut-être eu d'autres cas, mais disons que c'est assez rare. En général, ils ont ce qu'a eu le directeur de la battue a eu, c'est-à-dire interdiction de chasser pendant 10 ans et interdiction d'utiliser des armes pendant 5 ans. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire du tir, voilà, tir sur des sportif. cibles, oui, d'accord. Ça. D'accord, donc il y a eu condamnation. Il y a eu condamnation, oui. Mais vous avez quand même voulu faire quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Vous êtes allé voir ces chasseurs. Comment ça s'est passé avant de créer ce collectif ? Comment est-ce que vous en êtes arrivé là ? Oui, alors en fait, le collectif, il s'est créé bien avant le procès et tout ce cheminement-là, puisque ça, c'était bien après, effectivement, la mort de Morgane. Le collectif, il s'est créé vraiment très vite, de manière presque non stratégique et irréfléchie. Morgane, il est mort un 2 décembre. Le collectif, il a été créé le 7 décembre 2020. D'accord. Donc, juste quelques jours après sa mort. Et ça venait, je pense, d'une sorte d'impulsion. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand Morgane est mort, autour de nous, on a commencé à entendre... Enfin, les gens, en fait, étaient presque pas étonnés de ce qui se passait. Enfin, ça paraît bizarre dit comme ça, mais en fait, il y avait beaucoup de réactions autour de nous, de voisins qui disaient ah oui, en fait, ça devait arriver. C'était sûr que ça allait arriver à un moment donné, quoi. Les chasseurs sont tellement dangereux dans le Lot
que ça m'étonne même pas. Enfin, tout le monde était sous le choc, mais il y avait quand même ce truc qui revenait un peu en mode ah ouais, c'est pas étonnant en fait, finalement. C'est ça la conséquence logique de tout un mise en danger et tout un parcours d'insécurité qui était mis en place. Donc nous, ça nous a vraiment interpellés et on s'est dit, on a eu envie en tout cas de rassembler en fait ces témoignages un peu pour garder la trace, faire un état des lieux. Et parce que je pense que très vite, on s'est dit, oh, c'est complètement fou, faut pas que ça arrive. On va rassembler les témoignages, faire un état des lieux de ce qui se passe dans le Lot et potentiellement rencontrer notre député, les fédérations de chasse. On va leur présenter les faits. Ça va être tellement hallucinant que ils vont être obligés de mettre quelque chose en place quoi, pour pas que ça se reproduise parce que c'est pas possible. Donc en fait, on a créé la boîte mail donc, le 7 décembre, la boîte mail Un jour un chasseur. Je pense que vraiment, on n'a même pas vraiment réfléchi au nom. Ça a été assez, avec 4 amis d'enfance, comme vous l'avez dit. Donc on a fait ça. Cette boîte mail, elle a été partagée au début sur nos réseaux sociaux individuels. Et en fait, elle a été tellement partagée, repartagée que, en fait, en une semaine, on avait des centaines de témoignages qui avaient été reçus. Et c'est là où on s'est rendu compte que, en fait, c'était pas un cas isolé ce qui est arrivé à Morgane. Les dangers de la chasse, c'était pas quelque chose qui était centralisé au Lot, c'était quelque chose de beaucoup plus global. C'était vraiment un problème national qui se passait depuis des années. En fait, depuis des années, des gens mouraient dans l'indifférence générale. Il y avait des gens qui vivaient des situations de mise en danger, des gens qui étaient blessés, des animaux de compagnie tués. Ça a été donc très vite parce que le 13 décembre 2020, donc encore une fois, une dizaine de jours après la mort de Morgane, en fait, submergé par les témoignages, on s'est dit, on ne savait pas trop quoi en faire. On s'est dit, il faut qu'on les partage. On ne peut pas garder ça pour nous. Il faut que les gens le sachent. Et c'est pour ça qu'on a créé le compte Instagram, Un jour un chasseur, Facebook, Twitter aussi. Et l'idée, c'était vraiment de rendre visible en fait cette parole-là que nous, on entendait de manière un peu diffuse parce que ça a toujours été un tabou. Il y a vraiment un vrai tabou lié aux violences liées à la chasse dans les campagnes parce que tout le monde connaît quelqu'un qui chasse de près ou de loin. Et donc là, la mort de Morgane, ça avait fait, en tout cas nous, on le voyait au niveau local, vraiment, les langues s'étaient déliées. Et on l'a vu sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc on s'est inspiré de beaucoup de comptes, notamment féministes, de libération de la parole, les codes qu'elles pouvaient utiliser de partage de témoignages. Et donc ça a été la base, en fait, de la manière dont on a voulu partager cette parole-là pour avoir un lieu pour rassembler cette parole-là. Et puis, dans un second temps, utiliser cette parole pour essayer d'aller plus loin et proposer des choses qui permettent que ça se reproduise plus, quoi. Proposer, par exemple, justement, montrer aux autorités tous ces témoignages, parce que vous en avez en fait depuis 2020, vous en recevez encore. C'est pas du tout fini, si j'ai bien compris, puisque le compte Instagram est toujours très actif et vous avez encore des témoignages régulièrement, quoi. Ouais, tout à fait. On en reçoit tous les jours, des dizaines tous les jours sur toutes les plateformes parce que donc voilà, oui. On a les réseaux sociaux, on a les mails. Et effectivement, en période de chasse, on peut en recevoir plus d'une dizaine par jour, en fait, tout confondu. Il y en a qui ne sont pas forcément... qui se sont passés ce jour-là, mais qui sont des souvenirs que les gens ont eus parce qu'ils découvrent notre compte. Mais on en reçoit énormément. Ouais. Et est-ce que quelque chose a changé depuis que vous avez commencé à recueillir ces témoignages et à essayer de les montrer aux autorités? Enfin, comment ont réagi d'ailleurs les autorités au début quand vous avez créé en 2020, fin 2020, cette boîte mail puis ces comptes? Vous les avez vraiment effectivement montrés à des autorités, à la préfecture, je ne sais pas, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que... Donc, comme je l'ai dit, il y avait cette volonté de vraiment rassembler et se dire voilà ce qui se passe dans le Lot et changer quelque chose au niveau local. Donc, c'est vrai que dans un premier temps, on a pris très rapidement un rendez-vous avec notre député et les fédérations de chasse locales. Alors, ça partait peut-être d'une forme de naïveté, mais qui est, je le dis, c'est pas négatif la manière dont je le dis, parce que je pense que c'est aussi ça, parce qu'il y avait beaucoup de sincérité dans ce qu'on faisait et on pensait tellement que c'était évident que les autres allaient le voir, quoi, que ça allait être évident qu'il allait falloir changer les choses. Donc effectivement, on a rassemblé tout un tas de témoignages au niveau du Lot. On a rencontré notre député et en même temps les fédérations de chasse locales à un rendez-vous. Donc on l'avait apporté à l'époque, je pense, on devait avoir une 40aine de pages recto verso imprimées avec des témoignages locaux. On les a posés sur la table en disant voilà ce qui se passe. On les avait classés par catégorie, quoi. Tir dans des maisons, tir dans des voitures, personnes blessées, animaux de compagnie tués, juste des personnes qui se promenaient, qui se retrouvaient au milieu d'une battue, sentiment d'insécurité. On avait fait vraiment des petites catégories comme ça.
Ce rendez-vous a été assez marquant pour nous parce que le président de la fédération de la chasse avait les yeux fixés sur son portable pendant toute la réunion. En fait, il ne nous a pas regardé ni adressé un mot. Ça a été un peu violent. La députée avait dû acquiescer en disant que c'était très triste ce qui était arrivé à notre amie. Et finalement, ce qui se passait généralement à l'issue de ce rendez-vous, donc on en a fait un comme ça dans le Lot. La secrétaire d'État à l'écologie nous avait écrit pour nous rencontrer aussi en janvier-février 2021, donc très rapidement après la mort de Morgane. Je pense qu'ils devaient sentir qu'il se passait quelque chose, qu'elle allait peut-être les dépasser. Donc ils ont senti ça avant nous, je pense, parce qu'à l'époque, on devait peut-être avoir 1000 ou 2000 abonnés sur Insta. Et on l'avait rencontré à ce moment-là. Et pareil, on lui avait apporté notre petit dossier avec la 40aine de témoignages qui était illustré aussi par tout ce qu'avaient pu nous envoyer les gens, c'est-à-dire des radios de leurs animaux plombés ou de leurs blessures qu'ils avaient pu avoir, ou justement des photographies de leur maison, des balles qui s'avaient retrouvées dans leur jardin. Et en fait, ce qui se passait, c'est que en fait, ils savaient tout ça. C'était pas nouveau ce qu'on montrait. Peut-être que là, on le montrait d'une manière différente parce qu'on l'exposait vraiment aux yeux de tout le monde sur les réseaux sociaux et que je pense que ce qu'on arrivait à faire, c'est de montrer que c'était pas des cas isolés, que ça se passait partout, tout le temps en France, en le rassemblant en un seul lieu. Parce que c'est des choses qui se passent à la campagne, donc potentiellement dans des coins assez isolés, les gens se parlent pas forcément entre eux parce que les gens sont loin. Enfin, nous, en tout cas, on rassemblait en un même lieu tout ce qui se passait un peu partout et je pense que ça, effectivement, ça fait un peu peur au début. Globalement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été changé? On n'a pas eu beaucoup de victoires, malheureusement. On a essayé, on a fait des pétitions. On en a fait une qui allait jusqu'au Sénat. Il y a eu un rapport, il y a eu des recommandations. Finalement, en fait, le seul truc qu'ils ont changé au niveau réglementaire, on va dire, c'est que maintenant, on ne peut plus chasser en état d'ivresse. Nous, on demandait l'interdiction de l'alcool à la chasse. Donc, on va dire que notre objectif a été à demi atteint parce que ça n'a pas été interdit. On a le droit toujours en France de boire de l'alcool, mais il ne faut pas avoir l'air d'être bourré, quoi. Super. D'accord. Oui, d'accord. C'est l'état d'ivresse. Donc, c'est pareil, il y a un grammage, un peu comme quand on conduit. Alors, justement, non. Ah c'est bon? ça, toute la subtilité. Ah ouais. Parce que nous, on demandait l'interdiction ou alors, effectivement, qu'il y ait un grammage, seuil maximal, voilà. C'est juste, il ne faut pas avoir l'air d'être sous, quoi. C'est ça. C'est l'état d'ivresse. Il y a pas de... Ça n'a pas été effectivement aligné avec ce qui se passe pour le code de la route. Il ne faut pas avoir l'air sous. Donc ça, nous, on a souligné le fait que voilà, comment est-ce que ça s'évalue? Est-ce que déjà, il faut qu'il y ait des contrôles, ce qu'il n'y a quasiment pas. Mais donc, il y a cette question du contrôle. Et après, c'est à la libre interprétation de l'agent de sécurité du gendarme, de savoir si la personne a l'air bourrée. Et sachant qu'elle contrôle des gens qui ont des armes à feu, donc c'est quand même très spécial, d'accord. Bon, c'est une avancée déjà, mais espérons qu'il y en ait d'autres. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie d'écrire ce livre, de coécrire ce livre? Vous l'avez écrit à 2, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie d'aller plus loin que les comptes sur les réseaux sociaux et que vous avez eu envie d'écrire, de coécrire, parce que vous l'avez écrit à 2, ce livre La chasse tue aussi des humains? Alors, si je suis tout à fait honnête, c'est notre éditrice, Pauline Gaillard, qui nous a contactés sur Instagram à l'époque, assez rapidement, parce que si je me souviens bien, elle a dû nous contacter en janvier-février 2021. Morgane étant mort en décembre 2020, c'était que quelques mois après, on n'avait encore pas beaucoup d'abonnés. Donc en fait, elle nous a contactés à plusieurs reprises, envoyant des messages auxquels on ne répondait pas au début, parce qu'on pensait que c'était un spam, tout simplement. Enfin, on ne comprenait pas trop. Surtout que c'est les éditions Le Duc et a priori on avait regardé, ils font beaucoup de manuels de cuisine, de jardinage, des guides surtout. Mais ce qu'on savait pas, c'est qu'ils ont cette collection Le Duc Société dans laquelle le livre a été publié, qui publie plus des manifestes. Elle nous a relancé plusieurs fois. Merci à elle, parce que je pense qu'au fur et à mesure, elle nous disait j'ai vu votre intervention à tel et tel endroit, donc on s'est dit tiens, c'est quand même orienté, c'est pas que une espèce de démarchage chelou. Et donc, on a fini par lui dire ok, on peut faire un rendez-vous pour en parler, mais nous, a priori, on ne voit pas trop de quoi on pourrait parler. Et en fait, après avoir échangé avec elle, on s'est rendu compte que finalement, il y avait plein de choses à dire et à rassembler, et que effectivement, ça pouvait aussi faire partie d'une base, en fait, ce qui nous avait manqué quand nous, on a découvert un peu la chasse. Quand on a voulu s'y intéresser, on s'est rendu compte que c'était assez compliqué finalement de trouver des informations un peu fiable, un peu global, un peu synthétique sur la chasse. Et du coup, on s'est dit que c'était peut-être l'occasion de synthétiser un peu nos recherches un peu minimales
pour avoir un espace à la fois pour donner, encore une fois, inscrire ces témoignages dans quelque chose de visible et de solide, et pareil, que ce ne soit pas des cas isolés et que ça reste, qu'on les voit. Et pour aussi donner certaines clés un peu guide. Il y a toute la deuxième partie de l'ouvrage qui porte sur les ressources qu'on peut avoir justement pour interdire son terrain à la chasse, pour débunker les faux arguments des chasseurs, parce qu'aussi on s'est rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup de choses qui revenaient, des choses qui nous étaient dites et que finalement, au début, on n'avait pas forcément les connaissances, on ne savait pas quoi répondre à ces arguments que les autorités pouvaient nous opposer, que les chasseurs pouvaient nous opposer. Et on s'est dit que on pouvait aussi essayer de partager ce qu'on avait appris en ce peu de temps finalement aux gens qui voulaient s'intéresser à ce sujet aussi. Oui, parce qu'il faut quand même rappeler peut-être que vous étiez pas du tout au courant de quoi que ce soit sur la chasse avant que Morgane ne soit tuée par un chasseur. J'imagine que vous n'étiez pas du tout au courant de tout ce que vous avez écrit dans ce livre. C'est à cause de cet événement tragique que vous êtes intéressé vraiment en particulier à la chasse, n'est-ce pas ? Oui, c'est tout à fait ça. Alors, on a toutes grandi à la campagne. Je dis toutes parce qu'effectivement, on était 4 filles donc, qui ont convodé ce collectif. Donc, à la campagne, dans le Lot et l'Aveyron, dans des tout petits villages, donc entourés de chasseurs. Et donc, c'était quelque chose qui était quand même présent dans notre vie depuis notre enfance. Mais je pense que moi, je m'en suis rendu compte et pour beaucoup des filles, c'est aussi le cas, c'est qu'on avait vraiment banalisé en fait la présence des chasseurs et on ignorait en fait l'ampleur de ce qu'on a appris en fait en faisant nos recherches sur la portée des armes, sur l'absence de contrôle, sur le fait que le permis de chasse en fait c'est vraiment quelque chose de dérisoire en France. Et ça, on l'a vraiment découvert au fur et à mesure. Et puis je pense qu'il y avait ce truc où, moi personnellement, j'imaginais pas que, ce risque-là, tant que je l'avais pas vécu, j'avais du mal à imaginer qu'on pouvait vraiment en mourir. Alors c'est vrai que les animaux étaient tués tous les jours, mais il y avait, il y avait une espèce de décalage entre ce que j'ai découvert et je me suis rendu compte que je l'avais banalisé, quoi, en fait. Vous parlez de briser l'omerta au début du livre. Justement, c'est peut-être ça, c'est-à-dire qu'en fait, on banalise et peut-être qu'il y a une sorte de tabou, j'ai l'impression, sur cette activité un peu spéciale de la chasse. C'est pour ça que vous avez écrit le livre, en gros, et que vous voulez surtout que les gens en sachent le plus possible. Ouais, c'est ça. Vraiment, il y a cette idée, et ce qu'on essaie de faire, c'est de rendre visible ce qui se passe. Et briser le tabou, ça fait partie de ça. C'est vraiment rassembler cette parole et montrer qu'elle n'est pas diffuse et que vraiment, ce n'est pas des cas isolés et que vraiment, il y a une force. En fait, la plupart des gens en fait, en France ne chassent pas. Les chasseurs, ils sont moins d'1 million, on va dire 1 million si on arrondit, mais c'est une minorité en fait. Et c'était pour rappeler ça, le fait que en fait, les personnes qui subissent cette violence et cet abattage récréatif, en fait, c'est globalement tous les autres. Et c'était aussi pour faire ce contrepoids, en montrant que les gens qui habitent à la campagne, ils subissent aussi de plein fouet en fait, cette activité d'une minorité, quoi. Alors justement, peut-être qu'on peut lire un premier témoignage, si vous le voulez bien, peut-être un témoignage de quelqu'un qui a subi quelque chose de la part des chasseurs. Je vous laisse lire. Alors le témoignage que je vais lire, vous pouvez le retrouver sur Instagram. C'est un des premiers témoignages qu'on a reçus, donc on l'avait reçu en janvier 2021. Un jour, la balle d'un chasseur s'est retrouvée dans la chambre de notre fille. Un jour, en décembre 2016, en Isère, la balle d'un chasseur s'est retrouvée dans la chambre de notre fille. Alors qu'elle était en pleine sieste, un jeudi après-midi, la balle a traversé le toit, ricoché sur le sol en bois massif et sur les murs pour finir sa course à 50 cm de son lit. Balles et armes tracées, chasseur identifié, enquête de gendarmerie révélant la responsabilité avérée du chasseur, affaire jugée au tribunal de Grenoble en 2019. Nous n'avons même pas été informés que l'affaire avait été jugée. Après avoir appris que dans la même commune, une balle avait atterri au milieu d'un magasin de matériel agricole, après avoir traversé sa devanture, on s'est indigné et on a pris les devants. Il a fallu se déplacer au tribunal, faire une demande au guichet. Au départ, le tribunal ne retrouvait pas notre affaire. Nous avons reçu quelque temps après le compte-rendu, classé sans suite. L'affaire avait été jugée en mai et nous étions en août-septembre.
Et là, elle nous a aussi envoyé donc les photos de la tuile, parce que la balle a traversé le toit, et aussi du mur. C'est très impressionnant, je vois les photos. On mettra un lien, bien sûr, vers ce témoignage-là. C'est très impressionnant. Merci beaucoup. Bon, c'est un premier témoignage qui est très très fort. En fait, ils sont un peu tous comme ça. Mais avant de parler vraiment des victimes de la chasse, si vous voulez bien, je veux bien qu'on précise en fait les termes, les pratiques, les usages, c'est-à-dire peut-être quels différents types de chasse existent. Enfin, on se demande comment un tel événement peut arriver d'une balle qui rentre, qui fait des ricochets sur le toit, le mur, qui arrive dans la chambre d'une enfant. C'est ce qu'on appelle des balles perdues. Quels sont les types d'armes qui peuvent provoquer ces accidents-là? Est-ce que vous pourriez nous faire un petit point là-dessus? Alors effectivement, il y a la chasse, en fait, c'est une activité qui est assez diverse parce qu'il y a plein de types de chasse différents. Il y a plein d'espèces qui sont chassées aussi différentes, plein d'animaux différents. Alors là, dans ce témoignage-là, et la chasse qui est la plus pratiquée, certainement, c'est la chasse donc, qui s'appelle la chasse au gros gibier. C'est la plus dangereuse parce qu'en fait, c'est celle qui utilise sûrement les armes les plus puissantes. Donc, ce sont des carabines. Donc, c'est celle-là, chasse à balle. Et ces armes-là, elles sont létales jusqu'à 3 km. Donc, il faut savoir que la balle peut effectivement... en fait, si elle rencontre pas d'obstacle, aller jusqu'à 3 km et tuer quelqu'un. C'est des vraies armes de guerre en réalité. Après, il y a la chasse au petit gibier, donc je mets des guillemets aussi. Et donc ça, c'est des chasses qui se font plutôt avec des fusils, avec du plomb. Donc celle-là, ça va être pour les petits mammifères ou les oiseaux, qui sont aussi les animaux qui sont les plus tués à la chasse. Et après, il y a plein d'autres types de chasse. Et puis, de manière de la pratiquer, elle se pratique en groupe lors de battues. Elle peut se pratiquer seule, en affût. Il y a des tirs à l'arc. Il y a aussi la chasse à courre, qui est une autre pratique de chasse qui est complètement hors du temps, anachronique. Elle est pratiquée par des chasseurs qui sont sur des chevaux et dont l'objectif est de poursuivre, en fait, avec leurs chiens, notamment, un animal. En fait, une chasse à courre, l'objectif est de tuer un animal qu'ils ont préidentifié avant. C'est une chasse aussi qui est complètement hors du temps. Enfin, quand on voit et qu'on assiste à une telle chasse, enfin, on se demande ce qui se passe, quoi. C'est des types qui sont habillés en redingote, vraiment à l'ancienne. Donc le but, effectivement, c'est de poursuivre cet animal jusqu'à épuisement. Donc ça peut durer vraiment plusieurs heures. Et donc ils chassent un animal, globalement c'est quoi, un cerf, c'est ça ? Effectivement, ils peuvent chasser un animal donc, qui a été identifié avant par ce qu'ils appellent dans le jargon de la chasse à courre les valets. Donc, ce sont des personnes qui, avant la chasse à courre, vont aller chercher dans la forêt. En fait, c'est pour ça que je dis que c'est codifié. Il va y avoir plein de catégories. Enfin, il y a un truc social hyper... de catégories de classe sociale qui se jouent, mais donc ce qu'ils appellent les valets vont à l'aube essayer d'identifier l'animal qui va être choisi pour être poursuivi par la meute et par les chasseurs sur les chevaux. C'est Ava qui en parle très bien, mais donc je pense que si vous voulez aussi vous renseigner, en fait les animaux qui sont poursuivis par les chiens et les chasseurs sur les chevaux, donc ils sont en fait poursuivis jusqu'à épuisement. Ils peuvent mourir de crise cardiaque ou autre, mais ils peuvent aussi, ils sont achevés de manière... c'est à la dague le plus répandu, je dirais. Et ça, Ava le dira aussi très bien. Parfois, les animaux sont coulés s'ils sont dans des... Coulés, vous voulez dire ? Mais oui, ça arrive souvent que les cerfs, en fait, sont poursuivis par les chiens acculés. La dernière solution qu'ils trouvent, c'est de se jeter dans l'eau. Et à partir de ce moment-là, il y a pas mal de vidéos d'Ava qui montrent effectivement des cerfs qui ont été des cervidés qui sont coulés sous l'eau, quoi, en fait. Par des chasseurs. Ils se noient, quoi. Ouais, ils se noient, en fait. Ouais. Ok. Du coup, comme vous venez de le dire avec le cerf, en fait, ils peuvent très bien parfois se réfugier ou en tout cas divaguer, courir où ils peuvent après des heures et des heures de poursuite. Ils peuvent se retrouver en fait pas loin des habitations. De toute façon, j'ai l'impression que la chasse est pratiquée assez proche des habitations. Même pour le cas de Morgane, vous nous avez dit que le chasseur était dans le champ juste à côté de chez lui. Et puis vous, quand vous étiez petit, vous aviez intégré qu'il y avait des chasseurs autour de vous, etc. Donc en fait, quelles sont les règles de sécurité ? Est-ce qu'il y a des règles de sécurité
pour les chasseurs? Est-ce qu'ils s'en sont avertis? Est-ce qu'ils ont conscience qu'ils chassent non loin des humains, des autres humains, des habitations, des rues? Enfin voilà, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a vraiment des réglementations? Et est-ce que ces réglementations, s'il y en a, sont respectées ou pas? Alors ouais, c'est une bonne question parce que la question des règles de sécurité, elle se pose et nous, on a aussi beaucoup essayé de les trouver. C'est très compliqué de savoir parce que en fait, en fonction des communes, du type d'animal chassé, du type de chasse pratiquée, là, on en a cité 3. En fait, il y en a plein d'autres dont on n'a pas parlé, mais effectivement, en fait, c'est hyper compliqué de savoir ce qui se passe parce que, voilà, en fonction du lieu et du type de chasse, elles vont varier. Et je pense que ce flou aussi contribue au fait que c'est difficile de savoir et donc on ne sait jamais en fait finalement si les chasseurs ont le droit, ce qu'ils vont toujours dire. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 3 règles de sécurité principales et la question est de savoir c'est effectivement est-ce qu'elles sont appliquées. Mais on peut dire aussi que même si elles étaient appliquées, elles seraient insuffisantes et qu'elles ne seraient pas garants d'une sécurité. Enfin, là, c'est ce que je pense très sincèrement. C'est ce qui est dit ouvertement par les chasseurs. Willy Schren, le président de la Fédération des chasseurs, l'a très bien dit, le risque zéro n'existe pas. Il le dit, c'est assez cynique de dire ça, et en vrai, il a raison, parce que vu les armes qui sont utilisées et vu les règles de sécurité qui sont extrêmement minimes, effectivement, elles sont insuffisantes. Et donc, ces règles-là, donc il y en a 3 principales. La première, qui est celle qui peut faire rire un peu peut-être parce qu'elle paraît tellement évidente et pourtant c'est une des premières qui n'est pas respectée, c'est le fait d'identifier sa cible avant de tirer. C'est probablement l'une des seules que les chasseurs apprennent à faire, enfin l'une des rares on va dire, apprennent lors du permis de chasse parce que globalement la pratique du permis de chasse, ils apprennent juste à tirer. Ils n'ont pas besoin de savoir à tirer sur la cible ou de toucher la cible quand ils apprennent à tirer. Ils ont juste besoin de savoir quand est-ce qu'ils tirent. Si la cible elle est rouge, ils ne tirent pas. Si la cible est verte, ils tirent. Enfin, je grossis le trait, mais c'est un peu ça. Dans le cas de la mort de Morgane, elle n'a pas été respectée. La deuxième règle de sécurité, encore une fois avec des gros guillemets, c'est le tir fichant. C'est le fait que les chasseurs sont censés tirer... là, je parle des chasseurs gros gibier. Sont censés tirer en direction du sol. Et ça, c'est censé faire en sorte que justement ces balles tellement puissantes qui peuvent parcourir 3 km se fichent dans le sol plutôt qu'elles continuent leur course potentiellement sur 3 km. Parce que imaginez une balle qui va à 3 km, au-delà de la distance qu'elle peut parcourir, c'est sa puissance. Et on peut imaginer, nous on l'a vu dans plein de témoignages qu'on a, des balles qui traversent les 4 murs d'une maison, dans le corps d'un sanglier, d'un humain. Enfin, c'est comme du beurre, quoi. Et désolée pour, pour cette image-là, mais c'est vraiment ça, quoi. Sachant que celle-là, cette règle de sécurité, ça a été aussi montré qu'elle n'était pas garante. Enfin, une balle peut toujours ricocher, même si elle est tirée en tir fichant, parce qu'en fait, il peut y avoir un caillou dans le sol, il peut y avoir un sol gelé. Donc, en fait, elle peut quand même repartir dans l'autre sens. Bien sûr. Mais puis même, je me demande, j'essaie de visualiser un chasseur qui vise un gros gibier un peu loin. Comment il peut tirer vers le sol? Enfin, il n'aura jamais sa cible s'il tire vers le sol. Il est obligé de tirer droit. Je sais pas. Quand je visualise, je me dis en fait cette règle est un peu bizarre. Il faudrait qu'il soit sur des miradors pour que ça marche. Non? Oui, c'est bien dit, effectivement. Et même l'utilisation de miradors, il y a des chasseurs qui sont tués ou qui se tirent dessus ou qui tirent des gens dont les balles traversent les maisons alors qu'ils sont sur un mirador. Donc ouais, en fait, oui, globalement, c'est pas vraiment une règle de sécurité. Et la troisième, c'est l'angle des 30 degrés. Les chasseurs, en fait, il faut essayer d'imaginer le truc. C'est une espèce d'angle mort. Peuvent tirer sur un angle à 120 degrés devant eux à peu près, et donc il y a une espèce d'angle mort de chaque côté qui correspond plus ou moins à là où sont placés les autres chasseurs lors de battues, dans lequel il ne faut pas tirer au risque de toucher un de leurs collègues. Pareil, cette règle-là n'est pas respectée. Moi, ça me fait beaucoup rire aussi de la manière dont elle est appliquée, parce qu'en gros, c'est littéralement comme ça. C'est 5 pas sur le côté, 3 pas devant. Voilà. Et ils s'en cachent pas. Ils le disent, c'est comme ça. On vous demande à un chasseur comment vous calculez l'angle de 30 degrés, ça se passe comme ça. Moi, ça me paraît être plutôt du pifomètre, quoi. Mais... Et donc, il n'y a que ces 3 règles-là qui sont officiellement enseignées, on va dire, pendant le permis de chasse, c'est ça? Ouais, globalement. Et après, comme j'ai dit, selon les espaces, les territoires, les espèces, il va y avoir d'autres règles, mais aussi à des niveaux
locaux qui peuvent être mis en place, mais qui sont pas obligatoires partout, quoi. Et par rapport aux habitations, je reviens là-dessus, il n'y a pas une distance, un truc à respecter, une distance minimum, enfin, sachant que de toute façon, une balle, une balle de gros gibier, c'est 3 kilomètres de portée. Bon, de toute façon, ce serait désuet aussi, j'imagine. Ouais, alors complètement. Alors en principe, je crois qu'il est interdit de tirer en travers des routes. Mais encore une fois, comme vous l'avez dit, quand on a une balle qui tire à 3 kilomètres, elle va pas s'arrêter. Oups, il y a la route. Non, elle fait pas ça. Et pour les maisons, pareil. Alors ça, c'est aussi un sujet. Normalement, ils peuvent pas tirer en direction d'une maison. Mais comment est-ce qu'on fait effectivement avec des balles aussi grandes, quoi? Elles s'arrêtent pas aux limites des forêts. En ce qui concerne l'interdiction potentielle autour des habitations, ce qu'il faut savoir, c'est que ça aussi, c'est assez compliqué de savoir comment ça se passe. Faut savoir qu'il y a 2 types, de régimes de chasse, on va dire, en France. Il y a ce qu'on appelle les ACA, ce qui représente un tiers du territoire français, c'est les associations communales de chasse agréées. Donc sur un tiers du territoire, donc la chasse est sous ce régime-là, les fédérations de chasse sont sous ce régime-là, ce qui fait que effectivement, les territoires à 150 mètres autour d'une maison, en fait, il est interdit d'y chasser. Pour les sociétés de chasse, il n'y a pas du tout cette distance aux maisons. En fait, le chasseur, il n'est pas censé chasser en direction de la maison, mais il peut chasser le dos collé à la maison. Dans les ACA, ces 150 mètres sont interdits à la chasse, sauf pour le propriétaire ou voilà, s'il a donné son autorisation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en réalité, il peut y avoir des subtilités en fait. Les chasseurs s'arrangent toujours pour avoir des subtilités. Il y a quelque chose qui revient souvent aussi et qui est pas très clair, qui s'appelle le droit de suite. Ça, on le voit assez souvent. Quand un animal en fait est mortellement blessé, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et aller le tuer où ils veulent. En principe, donc s'il est dans ce cas-là, je crois qu'ils peuvent le. C'est pas très clair s'ils doivent demander l'autorisation ou quoi. Enfin, il y a des niveaux de subtilité juridique qui fait que c'est un grand flou. Mais globalement, moi, je considère qu'en fait, ils peuvent chasser partout. Et en fait, ça tient qu'à eux de dire que l'animal qu'ils sont venus tuer à cet endroit-là était mortellement blessé. Si effectivement, est-ce qu'il y avait des témoins, est-ce que si, est-ce que ça. Donc en fait, globalement, ils s'arrêtent toujours pour chasser, voilà, sans aucune distance autour des maisons. Donc ça veut dire que un chasseur, clairement, a le droit de venir dans un jardin qui appartient à quelqu'un et de chasser là, sans demander, on ne sait pas, mais éventuellement en demandant, mais quand vous dites tourner le dos à une maison, il peut se ramener et puis chasser chez quelqu'un, quoi. Le principe, en fait, c'est que les chasseurs peuvent chasser partout et c'est au propriétaire de faire la démarche s'il ne veut pas que le chasseur vienne chasser chez lui pour retirer ses terrains à la chasse, sachant que c'est différent et ça peut être compliqué selon justement les 2 régimes dont je parlais. Les démarches sont différentes pour retirer ce terrain, si c'est une société de chasse ou si c'est une ACA qui gère un peu le territoire. Et ça, pareil, les gens ne sont pas forcément informés. C'est pour ça aussi que dans notre livre, on a fait un petit encadré, on rappelle ces choses-là parce que c'est des choses que les gens nous demandaient beaucoup. Même nous, il nous a fallu un peu de temps pour comprendre la subtilité entre les deux. Et oui, parce qu'en fait, c'est des démarches administratives qui sont parfois longues, notamment dans le terme de l'ACA, ça peut prendre 5 ans. Et puis, il y a tout un flou, en fait, voilà, autour de ça. Et même une fois que le terrain est interdit, entre guillemets, à la chasse en bonne et due forme, par exemple, si on a mis... c'est ce qui s'est passé, en fait, quand Morgane est mort. Après, on a mis son terrain et ses terres en refuge à Space. Ça nous a pris du temps parce qu'au début, on pensait que c'était une ACA. Les chasseurs ont commencé à nous dire ça. Donc, on s'est dit, mince, on va devoir attendre 5 ans, puisqu'en fait, faut faire la demande auprès de la fédération de chasse dans les 6 mois avant une date particulière qu'ils ont, qui dépend de chaque ACA. Pour avoir cette date, donc faut aller leur demander, donc faut bien qu'ils veuillent bien la donner. Et puis après, il faut s'en rappeler si on arrive en 2020 et qu'ils disent la prochaine réunion, c'est dans 5 ans. Voilà, c'est une galère. Donc nous, on pensait que c'était ça au début. Finalement, après des recherches, on s'est rendu compte que non, c'était une société de chasse, donc on pouvait faire, ça se fait de manière automatique. On peut demander à la LPO ou à l'ASPAS de mettre son terrain en refuge et donc d'interdire ces terres à la chasse. Et donc on met des panneaux, etc. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y a eu un incident là en décembre justement où c'est pas nouveau, mais les chasseurs en fait continuent à venir chasser autour de la maison de Morgane et potentiellement sur ses terres. Et là, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont tué un sanglier sur son terrain. Il y avait le sanglier, on avait les preuves, enfin il y avait tout. Donc là, alors qu'on savait qu'il venait chasser régulièrement, là on pouvait dire non, vous n'avez pas le droit. Et en fait, il y a eu un peu ce truc, mais si on a le droit, il y avait le droit de suite, l'animal était mortellement blessé. Et donc en fait, même sur un refuge à Space avec les terres, ça reste complètement dur à prouver qu'en fait finalement les chasseurs n'avaient pas le droit, quoi.
Bon, bah, c'est un super état des lieux. Qui a le droit d'ailleurs de chasser, détenir une arme et tout ça? C'est quand même un peu surveillé, où il suffit de. Enfin, le permis, ça se passe comment? Ouais, alors ça, pareil, c'était une de nos demandes principales, c'était de revoir un peu toute la formation parce que globalement, c'est très facile d'avoir son permis en France. C'est un des pays en Europe où c'est le plus facile. C'est tellement facile et c'est tellement pas du tout sécurisé que le gouvernement wallon, l'an dernier, a décidé de ne plus reconnaître l'équivalence du permis français en chasse. Parce que ce qui se passait, c'était que les Belges, dont le permis est un peu plus contrôlé, un peu plus difficile à avoir, allaient le passer en France. Et puis après, ils chassaient en Belgique, et ce qui crée de gros problèmes de sécurité. On peut passer le permis dès l'âge de 15 ans. Donc de 15 à 16, on chasse normalement de manière accompagnée. À partir de 16 ans, on peut chasser tout seul ou en battu. C'est facile. Alors il n'y a qu'une seule journée un peu pratique. Sinon, il y a très rapidement de la théorie. Mais globalement, les chasseurs n'apprennent pas à tirer en fait lors du permis de chasse. Ils apprennent à manipuler leur arme. Donc globalement, à mettre des cartouches et à le mettre dans la voiture non chargée, à casser le fusil, enfin faire des choses comme ça, juste la manipulation, mais ils n'ont aucune connaissance du type d'arme qu'ils vont avoir. Enfin, c'est pas vraiment, c'est assez amateur dans ce sens-là. Et d'ailleurs, je renvoie peut-être potentiellement à 2 articles. Il y en a un qui a été fait par Reporter, voilà, où un journaliste en fait a essayé de passer son permis pour voir en fait c'était facile à obtenir, et il le dit globalement sur 22 tirs, il a touché aucune cible, il a eu son permis, et aujourd'hui actuellement il pourrait chasser s'il le voulait. Et je crois que Vaquita aussi, il y a pas longtemps là, ils se sont introduits aussi, ils ont voilà une caméra cachée dans une session de permis de chasse pour montrer que c'était effectivement facile à avoir. Donc ouais. Ça fait très peur, effectivement, parce que. Enfin, ça doit. Je veux dire, ça doit être vraiment spécial de se dire, ok, là j'ai une arme, et enfin, j'imagine qu'il y a des gens quand même qui doivent se dire, c'est quand même bizarre qu'on n'ait pas plus de formation. Enfin, pas pouvoir toucher une cible, combien 12 fois, c'est ça? 22 fois dans l'article. 22 fois. C'est pas du tout éliminatoire, ouais. Ouais, ils ont le droit. En fait, en gros, ce qu'ils disent les chasseurs quand on leur évoque ça, c'est ouais, non, mais on apprend juste à ce que ça soit sécure à tirer quand on a identifié la cible, ce qu'ils font pas. Et en plus, c'est assez grossier quand on voit la manière dont c'est fait lors des permis. C'est vraiment bon, le permis de conduire. Je dis pas que c'est facile, mais parfois il y a des photos où on voit tu doubles dans cette situation. Il y a un gros tracteur en face. Bah là, ça va être il y a une maison, tu tires ou tu tires pas. Bah non, peut-être pas. Enfin, c'est vraiment en mode comme ça. Ouais. Et après aussi la question de savoir qui peut le faire, il n'y a pas du tout de contrôle de certificat médical. On l'a pour tout un tas de types d'activités. Si on veut avoir une licence sportive d'escalade, n'importe quoi, il faut avoir un certificat médical. Pour la chasse, c'est pas le cas. C'est du déclaratif. Et donc il n'y a pas de test psychologique, physique. Donc en fait, on a le permis de chasse, on l'a à vie. Et en fait, à aucun moment, il y a une remise en question de ses capacités physiques, cognitives, enfin psychologiques plutôt, pardon. Psychologiques. Oui, bien sûr. Et aussi, alors, ce qui est déclaratif, c'est que je crois qu'ils demandent est-ce que vous avez un casier judiciaire ou une interdiction de porter des armes. On n'a pas besoin de fournir en fait aucune preuve de ça. Il suffit juste de dire non, j'ai le droit de détenir des armes. Et ça nous pose question. Et ça, on l'a vu dans de nombreux cas, en fait. Et ça, c'est jamais remis en question. Même, parfois, il y a des chasseurs qui ont été, par ailleurs, qui ont commis d'autres actes de violence et auxquels qui n'ont plus le droit de détenir des armes normalement. Mais en fait, il n'y a pas ce recoupement qui est fait en mode ah ben, c'est des chasseurs aussi. En fait, ils en ont et personne ne vient récupérer leurs armes, quoi. Nous, c'était quelque chose aussi c'est une question qu'on s'est posée. C'est que là, globalement, il y a de moins en moins de chasseurs et la question, c'était où vont les armes, en fait, de ces chasseurs qui meurent. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de détenir des armes en France, mais il y a beaucoup de gens, et nous, on l'a vu aussi dans les campagnes. Moi, le nombre d'amis que j'ai qui ont les armes de leurs grands-parents dans la commode du salon, globalement, et juste, leur grand-père est mort, personne n'est venu aller récupérer les armes. Personne ne te dit aussi ce que tu es censé en faire, ou est-ce que tu es censé les déclarer. Du coup, ça serait potentiellement une démarche volontaire, mais il n'y a pas de guide pratique de ce que tu es censé faire quand tu as des armes de chasse. Et c'est une vraie question qui se pose, je pense, à un niveau gouvernemental, quoi. Ah oui, Ces armes, c'est elles sûr. devraient être recensées et elles devraient être récupérées, en fait, d'une manière ou d'une autre.
Mais d'ailleurs, est-ce qu'on sait combien il y a d'accidents de chasse? Est-ce que vous avez un petit peu de chiffres? Alors après, accident de chasse, ça peut être, même si on n'aime pas ce mot, hein, ça peut être mortel, pas mortel, ça peut être... Est-ce que par exemple une maison qui a été trouée par une balle, c'est un accident de chasse si ça a touché personne? C'est considéré comme un accident de chasse? Ou est-ce que c'est que les personnes humaines qui ont été touchées, mortellement ou non? Alors, il y a de tout. Alors, le nombre des accidents de chasse, c'est un gros sujet. C'est quelque chose qu'on a voulu vraiment mettre en avant aussi parce que les données qu'on a officielles, c'est celles de l'OFB, donc de l'Office national de la biodiversité, qui est en charge de ça. Mais eux, effectivement, eux, ils vont considérer ce qui peut être dégâts matériels, donc des balles dans des maisons, dans des voitures, des animaux de compagnie tués, je crois qu'ils le prennent en compte, et effectivement des personnes blessées ou tuées. Or, les chiffres qu'ils donnent, qui sont à peu près, je vais dire vraiment à la louche, quoi, on va dire qu'il y a à peu près 90 accidents, entre guillemets, autres que mortels, et une dizaine d'accidents mortels par an. Et ces chiffres-là, nous, on les remet vraiment beaucoup en question parce qu'effectivement, il y a plein d'accidents, d'incidents qui se passent tous les jours à la campagne, qui ne font pas l'objet de déclarations en gendarmerie, parce que soit il n'y a pas de plainte, parce que il y a cette question de l'omerta. Enfin, les gens, nous, on a vraiment vu ça dans les témoignages, quand les gens nous écrivaient, il y avait cette peur de porter plainte, parce que soit c'était des gens qui connaissaient, leurs voisins, enfin, il y avait vraiment une volonté aussi de ne pas créer de conflit à un niveau local, sachant que les chasseurs, ce sont des hommes armés. Du coup, effectivement, il y a tous les incidents qui n'ont pas fait l'objet de poursuites, qui ne sont pas recensés dans ce chiffre-là. Ceux qui ont été classés sans suite, et il y en a. Enfin, si la balle a été pas retrouvée, s'il n'y a pas eu de chasseur identifié, bah, c'est facile de dire que bah, on ne sait pas et que c'est pas du tout lié à une chasse et que du coup, c'est pas comptabilisé, quoi. Nous, il y avait cette question des morts à la chasse. Globalement, on pourrait se dire que l'OFB est assez sûr sur ces données-là. Le nombre de morts, bon, bah, voilà, c'est un peu plus facile à compter que le nombre de cartouches qui ont mis en danger des gens ou qui sont retrouvés dans des maisons ou dans des voitures. Parfois, on ne retrouve même pas la balle. Enfin, il y a des impacts. Comment est-ce qu'on va prouver que c'est une balle de chasse? Et en fait, on s'est rendu compte l'an dernier, on a été un peu surpris parce que l'OFB a sorti ces chiffres en disant bah, cette année, il n'y a pas eu de non-chasseur qui a été tué, Victoire, quoi. Et nous, on s'est dit, c'est marrant parce qu'on a reçu un témoignage d'une jeune femme qui nous avait écrit pour nous dire que son père avait été tué par un chasseur, donc on ne comprend pas trop. Là, il y a eu un peu un truc où on s'est un peu posé des questions. On a essayé de chercher bah, pourquoi il n'était pas considéré comme une victime de la chasse, alors que globalement, on nous avait écrit, il y avait eu 2 articles dans la presse pour ce riverain de 71 ans qui avait été tué en fait en centre-ville. Ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait eu en fait un sanglier qui avait été identifié donc en centre-ville. Je crois que la gendarmerie avait été appelée. Ils avaient déplacé un agent qui était venu pour, eux ils utilisent ces termes, mais pour neutraliser le sanglier, donc plutôt que de dire pour abattre ce sanglier-là. Et en fait, la balle a ricoché, je sais pas ce qui s'est passé. En fait, il y a eu 2-3 coups de feu, bah, ils ont tué un riverain au passage, quoi. Et ça, l'OFB ne le comptabilise pas. Donc nous, on s'est dit, c'est quand même... On leur a demandé. Et eux, ils considèrent qu'en fait, c'est pas un acte de chasse. Non, c'était un acte commandité par l'administration locale. Et du coup, nous, c'est un peu ce truc-là. On dit, ah ouais, mais du point de vue des victimes de la chasse, ça ne change rien, en fait, que cette personne qui était chasseur par ailleurs, hein. Enfin, ça a été un chasseur qui l'a tué, mais c'était hors d'une battue, c'était machin. Eux, ils considèrent pas que c'est un accident. Pour nous, ça changerait, en fait, du moment où c'est un chasseur dont le but était de tuer un sanglier qui tue aussi un humain. Pour nous, ça reste en fait un accident, avec les gros guillemets, de chasse, quoi. Donc dans votre livre, vous parlez de 3403 accidents de chasse, dont 428 décès entre 1999 et 2021. Ce sont les derniers chiffres que vous avez pu avoir. Donc ça, c'est les chiffres comptabilisés justement par l'OFB et tout ça. Donc possiblement, il y en a beaucoup plus. Ouais, c'est ça. C'est les chiffres minimums. C'est les chiffres minimums parce que nous, ce qu'on a voulu montrer avec nos témoignages, donc on a ce truc de collecte de témoignages, c'est qu'il y en a beaucoup plus que 100. Enfin voilà, si on en reçoit 10 par jour, en fait, en une saison, le calcul est vite fait, on en a plus que 100 par an. Puis il y a tous les gens qui ne nous écrivent pas aussi, qu'il faut prendre en compte. Donc ouais, les chiffres minimums. On a bien compris que les accidents de chasse, les morts de chasse, etc., ce ne sont pas forcément que les chasseurs entre eux, parce que c'est aussi quelque chose qu'on entend.
Moi, personnellement, en ayant parlé de l'enregistrement de ce podcast autour de moi, on m'a rétorqué « Ah oui, mais de toute façon, les chasseurs, ils se tuent entre eux, c'est ça, les accidents de chasse, et c'est tout. » Bon, on voit bien déjà avec vous que pas du tout. Justement, alors, qui sont les chasseurs ? Est-ce que vous pouvez nous lire un petit témoignage, peut-être, d'une altercation, il me semble, avec un chasseur et un riverain, pour qu'on puisse se rendre compte de l'intensité des échanges qu'il peut y avoir ? Alors, le témoignage que je vais lire aussi, c'est un des premiers témoignages qu'on a reçus. Il date de février 2021. Donc, il s'intitule « Un jour, un chasseur m'a mis en joue et m'a dit qu'il allait me trouer. J'ai 62 ans et j'habite un petit village de Seine-Maritime. Il y a 2 ou 3 ans, alors que je faisais comme tous les dimanches matins le tour de mon jardin bordé par une petite rivière, j'ai été abasourdie et totalement effrayée par un coup de feu. Au vu du bruit assourdissant de la détonation, j'ai pensé que le chasseur était dans mon dos et surtout tout près de moi. J'ai donc cherché à localiser le tireur pour éviter une seconde surprise du même type. Il s'agissait d'un jeune homme d'une vingtaine d'années qui tirait des canards qui avaient été agrénés au bord de la rivière à environ 100-150 mètres des limites de mon terrain. Comme je le fixais, celui-ci s'est approché pour me demander d'une manière très directe pourquoi je le regardais. Je lui ai expliqué d'une façon polie que j'avais été effrayée par ces coups de feu et que ce serait bien s'il pouvait chasser un petit peu plus loin. Il m'a répondu qu'il chassait là où étaient les canards et que c'était comme ça. Le jeune homme était arrogant mais en aucune manière agressif. Par contre, il a été rapidement rejoint par un chasseur plus âgé qui m'a aussitôt inondé de grossières injures dont je vous passe le détail. Dans la foulée, celui-ci m'a mis en joue avec son fusil en me disant qu'il allait me trouer. Je lui ai donc fait face sans voix pendant plusieurs minutes avant qu'il ne se décide à baisser son fusil et à déguerpir avec son acolyte. Je peux vous affirmer que quelques minutes, c'est quelquefois très long. Ce ne sont pas les bobos parisiens qui voudraient réglementer la chasse comme le prétendent les chasseurs, mais bel et bien les ruraux qui en subissent régulièrement les débordements et les exactions. Je trouve que ce témoignage et notamment cette fin, en fait, elle évoque l'un des principaux sujets en fait, et des arguments des chasseurs qui est mis en avant lorsqu'on leur parle de réglementer entre guillemets la chasse, c'est que voilà, c'est un problème de bobos parisiens et que eux, c'est eux qui ont tout le monopole de la ruralité et c'est eux les vrais ruraux, etc. Or, quand on regarde un peu les chiffres, on se rend compte que les chasseurs, c'est une minorité, c'est 1 million de personnes, donc c'est une minorité en France. Et si on regarde même à la campagne, parce que bon, c'est un peu compliqué de délimiter les espaces ruraux ou quoi, mais on va dire à la baisse, il y a 14-15 millions de ruraux. Au chiffre le plus haut, il y en a plutôt 28-30 millions. Et donc, 1 million de chasseurs sur ces 14 ou 30 millions, ça reste une minorité. Et donc, en fait, c'est aussi invisibiliser toutes les pratiques qui se font dans les campagnes qui ne sont absolument pas liées à la chasse. Donc ça, c'est un des premiers arguments qu'on peut dire. Ça, c'est si on considérait que tous les chasseurs étaient des ruraux. Sauf que quand on regarde les chiffres, on se rend compte que quasiment 40% en fait, des chasseurs n'habitent pas dans ces territoires ruraux. C'est des classes plutôt aisées aussi. Quand on regarde leur classe sociale, on a aussi 40% parmi les chasseurs qui sont actifs de cadres et de professions libérales. Donc ça, c'est une surreprésentation par rapport à la proportion de cadres et de professions libérales dans la population française. C'est plus de 2 fois plus, quoi. Ça rentre un peu en contradiction avec l'image que le lobby de la chasse ou que la Fédération des chasseurs essaie de nous marteler constamment en nous présentant les chasseurs comme voilà, les garants des traditions des campagnes françaises. Et puis plutôt de cette classe populaire qu'ils aiment bien dépeindre pour avoir un peu ce côté probablement misérabiliste et puis Ouais, en fait misérabiliste, je rebondis là-dessus parce que est-ce que vraiment les chasseurs, vous me dites 40% à peu près sont des professions libérales, des gens qui gagnent bien leur vie en fait, et puis qui vivent potentiellement dans des villes, voire même des grandes villes. Est-ce que vraiment la chasse, ça leur sert à manger tous les jours ? Est-ce que c'est vraiment une question de subsistance ou est-ce que en fait c'est tout simplement un loisir ? Première question. Et deuxième question, c'est combien ça coûte en fait la chasse ? Ah oui, c'est clairement un loisir et ils le disent, ils s'en cachent pas du tout. Effectivement, la chasse, c'est un loisir qui est extrêmement coûteux. Faut avoir des armes, faut avoir donc des fusils qui coûtent très cher, des munitions, des chiens. Il y a plusieurs chiffres qui sont sortis. La FNC, Fédération nationale des chasseurs, parle en moyenne, en fait, un chasseur va dépenser 2 000 euros pour son loisir. Ça, c'est les chiffres les plus bas qu'on trouve. 2 000 euros par an ? 2 000 euros par an, ouais.
C'est pas donné à tout le monde, je pense, effectivement. Et comme j'ai dit, c'est une moyenne, donc c'est ces chiffres les plus bas et qui prend en considération potentiellement les chiens, les armes, peut-être les habits, le matériel, les voitures. Effectivement, il y a cette construction-là qu'il faut éliminer. Enfin, je veux dire, les chasseurs ne sont pas forcément que des ruraux. Et effectivement, comme vous l'avez dit, les ruraux souffrent en fait de ne pas pouvoir faire autre chose que d'attendre que la chasse soit finie pour sortir, se balader, enfin faire des activités non létales. Complètement. La plupart des témoignages qu'on avait et qu'on recevait au début, au-delà des accidents, entre guillemets, les plus frappants qu'on met, en fait, ce qu'on reçoit beaucoup, c'est des gens qui s'empêchent de sortir, qui ont la boule au ventre quand ils vont se promener quasiment la moitié de l'année, qui se retrouvent au milieu de battus, qui sont mis en danger. Enfin, en fait, oui, la plupart des gens et des ruraux en France ne sont pas des chasseurs et c'est ça aussi qu'on veut montrer. Et parmi, je crois qu'il y a un point quand même important à souligner, c'est que parmi les victimes humaines de la chasse, il y a aussi pas mal de femmes. Juste pour rappel, pareil, j'ai trouvé dans votre livre que la chasse est un sport plutôt masculin, parce qu'il y a seulement 2,5% des chasseurs, chasseuses qui sont des femmes. En revanche, par rapport au féminicide, la chasse est assez, rentre en jeu des chiffres terribles des féminicides de chaque année. C'est un quart à peu près des féminicides qui sont effectués par arme de chasse. Effectivement, en fait, on a ces chiffres-là, donc pour les féminicides. Ce qu'on n'a pas et ce qu'on n'a pas cessé aussi de demander au gouvernement, c'est de savoir combien, parmi ces féminicides notamment, mais il y a les féminicides, mais il y a aussi les suicides, il y a aussi les règlements de compte. En fait, on retrouve des armes de chasse énormément en fait, dans la rubrique de nos faits divers en France. Et nous, ce qu'on essaie de savoir, c'est combien étaient détenteurs légaux des armes qu'ils ont utilisées. Et pour les féminicides, en fait, on n'a pas le résultat. Ce chiffre ne nous est pas communiqué, et malgré le fait qu'on le demande régulièrement. Et, enfin, on ne peut pas faire l'équation du coup chasseur-féminicide. Par contre, c'est aussi intéressant de savoir est-ce que ces armes ont été héritées. On parlait tout à l'heure de cet héritage des armes. En fait, c'est beaucoup d'armes qui sont en circulation et qui potentiellement peuvent faciliter des passages à l'acte. Oui, ils doivent être bien embêtés pour vous répondre, puisqu'en fait, il n'y a aucun suivi des armes, si j'ai bien compris. Voilà, c'est un peu ça. Mais par contre, dans certains cas, nous, on a reçu effectivement les témoignages et ceux qu'on a publiés à ce sujet et dont on a fait le lien. On a des cas avérés où il y a des féminicides effectivement qui sont faits par des chasseurs. On a reçu plusieurs témoignages effectivement de cas avérés de féminicides et dont le meurtrier était quelqu'un qui détenait une arme légalement et qui était chasseur. Et c'est ceux-là qu'on a publiés et dont on a fait le lien. Mais il y en a effectivement potentiellement d'autres. Je vais lire. Oui, je vous laisse lire le témoignage. Elle était lotoise d'origine malienne. Elle était agricultrice, maman de 3 enfants. Elle était la compagne d'un amoureux et elle s'était séparée de son ex-mari chasseur. Le 3 mars 2017, alors qu'elle se rendait sur son exploitation agricole, elle a été abattue de 3 coups de feu tirés par son ex-mari chasseur qui l'attendait derrière un muret. Et pourtant, elle avait porté plainte à de nombreuses reprises dans les gendarmeries des alentours. Et pourtant, elle avait une mesure de protection au tribunal qui stipulait une interdiction du port d'armes de son ex-mari chasseur. La justice est passée, le mari a été condamné, les enfants désormais orphelins ont été placés. Restera cette question en permanence dans nos têtes. Qui aurait dû lui retirer ses armes? Quelles instances? De police, de gendarmerie, les élus de la commune ou des fédérations de chasse? Elle avait 37 ans, elle était notre amie et elle s'appelait Djeneba. Oui, merci pour ce témoignage, c'est vraiment bouleversant et ça rejoint aussi beaucoup toutes les questions des féminicides en général, de toute façon. Voilà. En fait, c'est bouleversant parce que il y a en fait des prises de décision de la justice, mais rien n'est appliqué. En tout cas, il n'y a rien qui est suivi. Et en fait, c'est là où je trouve que c'est fou parce que les causes se rejoignent. Enfin, c'est pas tiré par les cheveux, quoi. Il y a vraiment quelque chose avec le fait de vouloir tuer des animaux, d'autres animaux, et en fait la question du pouvoir, du port d'armes avec le pouvoir. Enfin voilà, juste un chiffre un peu plus récent qu'on a trouvé grâce au collectif Féminicide par compagnon ou ex, qui stipule qu'en 2024, il y a 93 femmes qui ont été tuées par leur compagnon ou leur ex-compagnon, et sur ces 93 victimes, 19 ont été tuées par un fusil de chasse. Donc ça, c'est un chiffre
plus récents, ce qui fait à peu près un quart des victimes femmes tuées par leur compagnon ou leur ex-compagnon. Ça se rejoint totalement, quoi. C'est vraiment édifiant, je trouve. Oui, il y a plein d'études qui montrent que effectivement le fait d'avoir une arme en fait à la maison, ça facilite grandement des passages à l'acte qui se seraient pas produits de cette manière. En fait, ça multiplie les risques globalement. Oui, de toute façon, c'est certainement aussi pour ça que les armes sont interdites en France, à part les armes de chasse. En fait, c'est ça qu'on a du mal à s'imaginer. Quand on ne pense pas aux chasseurs, on se dit les seules personnes qui ont des armes, éventuellement, c'est les policiers, enfin l'armée, la police. Mais tout un chacun n'est pas censé détenir une arme, en tout cas un fusil, une arme à feu, je veux dire. En fait, non, il y a une faille énorme, et c'est ça qu'on voit bien dans vos recherches, dans le livre, dans ce que vous publiez, etc. C'est la faille énorme dont on n'a pas idée. Là, on a quand même beaucoup parlé des victimes humaines, parce que en fait, c'est sur ça que se base votre collectif. C'est cet angle-là que vous avez choisi. Ici, à Poule Sentimentale, on a aussi envie de parler des autres animaux, qui sont les principales victimes, en tout cas celles qui sont visées, sans mauvais jeu de mots, par la chasse. Donc on l'a dit, détenir une arme à feu, c'est fait pour tuer. Et effectivement, le nombre le plus important de victimes de la chasse, ce sont les autres animaux. Alors, peut-être vous pouvez rappeler quelques chiffres. Quels sont les animaux tués directement par les chasseurs? Quels sont les animaux visés? Combien il y en a? Donc les chiffres qu'on a, ce sont des chiffres aussi, j'ai envie de dire, minimal. Oui, c'est la fourchette basse, quoi. Exactement, c'est la fourchette basse, c'est les 22 millions, et ça, ce chiffre, il date un peu de quelques années aussi. Mais je crois que c'est un des plus récents qu'on a. Mais c'est, on va dire, c'est un peu terrible, mais 22 millions, en gros, d'animaux en fait, qui sont tués à la chasse donc, tous les ans. Parmi ces 22 millions, il faut savoir qu'en France, c'est le pays où il y a le plus d'espèces d'animaux différents qui sont tués en Europe. On a un peu descendu par rapport aux chiffres qui étaient dans le livre. On est actuellement donc 87 espèces différentes. Je crois qu'il y a plus d'une soixantaine d'espèces d'oiseaux donc, qui sont les plus tuées. Et parmi eux, en fait, on retrouve tout un tas vraiment d'animaux différents, des faisans, des sangliers, des cervidés, des petits mammifères, des lapins. Donc on entend souvent parler de la chasse, et je pense que quand on parle de la chasse, on a souvent un peu l'image des sangliers et des cerfs. Et finalement, ces animaux-là, ils représentent potentiellement parce que les chiffres sont énormes. On parle de centaines de milliers d'individus, mais c'est 5 à 6% des animaux qui sont tués à la chasse. Tout ça, c'est des animaux qui sont tués légalement. Enfin, c'est vraiment des espèces qu'on a le droit de chasser. Ah, tout à fait, oui. Et alors, du coup, l'argument de la régulation, j'entends beaucoup l'argument de la régulation des espèces par rapport à la chasse. Bon, est-ce que vraiment ça tient, ça? Qu'est-ce que ça veut dire réguler? Réguler qui? Réguler pourquoi? Réguler pour qui? Enfin, quel est cet argument-là? Cet argument, il est effectivement très problématique parce que c'est le principal argument quand on parle de réglementer ou d'interdire la chasse. Le principal argument qu'on nous oppose, c'est la chasse, elle est nécessaire parce qu'on a besoin de réguler. Quand on parle de régulation, en fait, derrière ça, il parle des dégâts aux cultures. Et donc là, il y a un premier problème, c'est cette équation entre dégâts aux cultures égale régulation égale tir et égale abattage d'animaux. Donc déjà, ça pourrait être remis en question. Si le problème, c'est effectivement le dégât aux cultures, peut-être que en fait, la régulation pourrait être différente. On pourrait essayer de chercher collectivement d'autres moyens qui ne sont pas létaux, qui tuent pas d'animaux. Il y a des pays comme l'Espagne qui essayent de chercher d'autres alternatives, comme la stérilisation. Il y a des techniques d'effarouchage qui pourraient aussi être mises en place. Enfin, il y a tout un tas de choses qui pourraient être, en tout cas, étudiées qui ne le sont pas actuellement. Et au-delà de ça, en fait, cet argument, il pose problème parce que la chasse, finalement, les sangliers, les cervidés, qui sont souvent... c'est souvent sous-entendu que c'est eux, en fait, qui posent problème. C'est 5% en fait, des animaux tués à la chasse. Du coup, la chasse, en fait, c'est pas une question de régulation, on le voit bien, puisque plus de 80% des animaux tués n'ont pas besoin, en fait, d'être régulés, ne font pas de dégâts. Et ça, j'ai envie de dire, cet argument-là, j'essaie de le décrypter un peu avec des arguments qui paraissent un peu logiques. Il y en a sûrement d'autres. Mais j'ai envie de dire, on n'a presque plus besoin de le justifier, puisque Willy Schren ne s'en cache même pas. En fait, il le dit qu'il en a rien à foutre, je le cite, de réguler, et que voilà, ouais.
Extrait de l'émission Les Grandes Gueules sur RMC avec Willy Schren, président de la Fédération nationale des chasseurs, le 9 novembre 2021. T'as pas compris que nous, c'est une passion ? Eh ben alors. T'as pas compris qu'on prend du plaisir dans l'acte de chasse ? À tuer. Ça en fait partie ? Mais non, mais t'as pas compris ça ? Tu crois que nous, on va devenir effectivement les petites mains de la régulation et que demain, on va dire la chasse... Mais c'est affreux ce que tu dis, en fait. Mais c'est la vérité, mais t'as pas compris. Alors, au moins, c'est franc. Mais t'as pas compris. Mais c'est ça, la chasse aussi. Moi, mon métier, c'est pas chasseur. J'en ai rien à foutre de réguler. Moi, je vais à la chasse parce que c'est une transmission extraordinaire dans ma passion et j'y prends du plaisir. C'est pas son problème en fait. Lui, ce qu'il veut, c'est juste ce loisir-là. Enfin, c'est s'amuser. Enfin, lui et tous les chasseurs qui le suivent, j'imagine. Oui, c'est ça. Et puis en plus, ils n'ont pas d'intérêt à faire ça. Et ça, c'est pareil, ils ne s'en cachent pas. On peut retrouver... certaines fédérations de chasse et clairement est dans leur plan de chasse à l'année. Enfin, ce qu'ils disent, c'est que eux, ils n'ont pas intérêt en fait à trop réguler parce que ça veut dire plus de sangliers, plus de chasse. Et or, c'est un loisir et c'est ce qu'ils aiment faire. Enfin, ils le disent. Willy Schren l'a très bien dit. J'aime tuer. Dans l'actu, c'est tuer. Je suis pas. Il a dit, je suis pas la petite main de la régulation. Enfin, il y a vraiment ce truc. Ah oui, il s'oppose carrément au truc. Comme si on l'insultait en disant tu vas réguler, etc. Quoi. Enfin, c'est vraiment non, moi je suis pas là pour ça. Je suis là pour m'amuser. C'est ça c'est leur justification aux yeux du grand public qui potentiellement pense que les chasseurs ont une utilité en France. Alors que globalement, en fait, si c'était ça aussi, on pourrait se dire attendez, stop, ça fait des années qu'ils sont censés réguler, il y a toujours le problème, c'est toujours de plus en plus. Alors ça marche pas, on va peut-être essayer de trouver autre chose. Du coup, s'il y a effectivement un problème identifié et un objectif à atteindre, l'objectif n'est pas rempli, faut changer de méthode, les gars. Enfin, c'est un peu ce truc-là, quoi. Oui, effectivement. Et puis en plus, le problème, vous l'avez dit, c'est des problèmes sur des cultures. Alors, ce serait quoi les problèmes ? Ouais, alors ça aussi, c'est compliqué parce que pareil, ce qu'on s'est rendu compte, c'est... un autre argument, c'est que on ne sait pas aujourd'hui, et ça, c'est quelque chose que la Cour des comptes a mis en avant, on ne sait pas combien il y a de sangliers aujourd'hui en France. Donc, si le but, c'est de les réguler, en fait, on se base sur quel chiffre ? Enfin, vraiment, il n'existe pas de comptage officiel scientifique établi. Et alors, comment est-ce qu'on fait des quotas d'animaux à tuer si on ne sait pas combien il y en a au départ ? Et pour la question des cultures, oui, c'est ça, ces dégâts. Alors, ce qui va être dit, c'est des dégâts autour des cultures donc, de maïs. Et ça, c'est une vraie question, je pense, aussi qui se pose. C'est Animal Cross qui donne ces chiffres. Alors, je ne sais pas, ils ont essayé de faire une étude, c'est très minime. Hein. Je crois que c'est moins de 0,5% des cultures en France qui seraient touchées. Donc, ça reste quelque chose d'assez restreint. Si cette question, c'est ces cultures de maïs, est-ce qu'il n'y a pas une manière de protéger ces cultures qui permettent qu'elles ne soient pas abîmées, entre guillemets ? Et puis aussi, il y a la question de la culture. On parle de quoi ? On parle de champs de maïs. Le maïs, on sait aujourd'hui en France, il est cultivé aussi pour le nourrissage d'animaux dits d'élevage que nous-mêmes, on va manger. Est-ce que vraiment le problème, c'est le dégât culture ? Est-ce que c'est aussi notre consommation de viande ? Enfin, en fait, tout ça, c'est lié. Ouais, ce problème pourrait être réglé autrement, en tout cas. En tout cas, vous nous dites que effectivement, ce sont surtout les cultures de maïs qui seraient à protéger, qui seraient touchées, qui seraient pour touchées. parler sanglier. Je crois que les cervidés, ils parlent plus de l'ONF parle plus des dégâts dans des forêts et des choses comme ça. Ah oui, d'accord. Mais pareil, il y a plein de manières en fait. C'est ça le problème de protéger en fait ce qui est à protéger sans tuer les animaux, quoi. Et alors sur le maïs. Il me semble avoir lu dans le livre que en fait, les chasseurs donnent à manger du maïs dans la forêt aux sangliers, c'est ça ? Alors oui, alors là c'est aussi autre chose complètement hypocrite par rapport à ça, c'est que en fait la technique aujourd'hui entre guillemets de protection des cultures, c'est en se disant ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner loin des cultures, on va faire un petit tas de maïs, les sangliers vont aller manger là et comme ça ils iront pas dans le champ. Donc c'est un peu ce double truc en se disant on va les mettre plus loin, ils vont être attirés par le maïs là-bas et pas par les cultures. Ou alors ce qu'ils font, peut-être ce qu'ils font plutôt, ils vont aller prendre l'entrée là-bas et le dessert dans le champ de maïs, quoi. Enfin, c'est un peu ce truc-là. Du coup, on les entraîne. Enfin, je sais pas trop. Eux, ça leur va. Quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais. Et puis comme ça permet de savoir où ils sont. Enfin. Oui, ça les concentre en fait. Ça devient presque des endroits où ils peuvent tuer les sangliers plus facilement, c'est ça Il y a aussi cette question de donc, nourrir ces animaux sauvages, enfin un truc qui sont censés être sauvages. Le sont-ils tous sauvages ? Est-ce qu'il n'y a pas des élevages aussi d'animaux sauvages, enfin d'animaux pour être chassés ? Oui, il y en a, et ça c'est aussi effectivement un des arguments qui montre que la régulation, c'est vraiment, on se moque de nous, mais complètement, quoi. Quand les politiques en fait ont que ça comme mot à la bouche et les médias aussi, c'est qu'effectivement
C'est autorisé en fait en France d'avoir des élevages de sangliers, qui peuvent être utilisés pour être chassés dans des parcs ou des enclos de chasse, pour des chasses privées. Et ça, c'est une vraie question parce que ça paraît complètement aberrant de se dire on a des animaux qui sont censés être tués par des chasseurs qui sont investis par l'État d'une mission d'intérêt général pour protéger les cultures de maïs qui servent à nourrir des animaux qu'on mange. Du coup, il y en a trop, il y en a partout, ils détruisent nos cultures, mais on va quand même les élever à côté pour jouer encore plus à les tuer, quoi. Et il y a ce truc-là, vraiment, c'est vraiment, je sais pas, quand il y a une espèce, entre guillemets, parce que vraiment là, c'est des gros guillemets, j'essaie juste de me mettre dans la tête, en fait, des gens qui contribuent à ce système et qui croient, en fait, ou qui nous mentent en nous disant que, ils vont dire, les sangliers, c'est une espèce invasive, mais imaginons, je sais pas, la pyrale du buis, qui est une espèce invasive, on fait pas des élevages de pyrale du buis, quoi. Ça paraît complètement fou, en fait, de se dire on fait pas d'élevage de frelons asiatiques. Je dis pas que c'est la solution, vraiment, je ne pense... de mettre, je sais pas, j'en sais rien, mais du grillage autour des cultures pour que les sangliers ne passent pas. Ce qu'ils nous disent, c'est non, mais ils passent quand même, ils défoncent tout. Mais du coup, ça pose un peu question de ces élevages de sangliers qui sont entourés de... Bah oui, du coup, pour les tenir dans des cages. On précise qu'ici, on aime beaucoup les frelons à pattes jaunes et les frelons veloutés. Mais effectivement, on n'en fait pas des élevages. Est-ce qu'on peut dire, question absolument naïve, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un business, en fait, autour de ça, de l'élevage de certains animaux? Je pense aussi à des volatiles aussi. Il y a des oiseaux qui sont élevés, il n'y a pas que des sangliers. Il me semble qu'il y a des faisans. Et oui, effectivement, je crois que la majorité des faisans tués à la chasse sont des faisans qui proviennent d'élevage. Pierre Rigaud a fait pas mal d'enquêtes sur ça, donc je vous invite aussi à regarder un peu ce qu'il fait. Et lui, il va faire des enquêtes sur les animaux qui sont élevés pour la chasse. Et c'est assez hallucinant de voir, effectivement, comme vous dites, que c'est un business complètement hallucinant, quoi. Pierre Rigaud, Nos Vivienta, c'est son organisation. Ils font beaucoup de vidéos qui documentent, en fait, les chasses. Chasse à courre notamment, mais pas que. Effectivement, il y a quelques enquêtes un peu qui sont sorties sur des lapins, il me semble, dernièrement, élevés pour la chasse. Donc effectivement, Pierre Rigaud... à aller voir de toute urgence, un super travail. Je rappelle quelques chiffres: 14 millions de faisans, 5 millions de perdrix, 1 million de canards colverts, 40 000 lièvres et 100 000 lapins de Garenne, 10 000 cerfs et 7 000 daims sont élevés chaque année et relâchés dans la nature avant l'ouverture de la chasse. C'est dans votre livre, dans les chiffres clés. Que deviennent ces animaux? Est-ce qu'ils sont vraiment tous tués? Comment ils font, en fait, lâcher un animal captif qui n'a jamais vécu à l'état sauvage comme ça? Est-ce qu'ils s'en sortent parfois? Comment ça se passe pour eux? Bah ouais, il y en a plein, vous le dites, en fait, il y en a plein qui ne survivent pas aux conditions, juste cette différence de vie entre l'élevage, qui ne sont pas du tout adaptés à la vie, entre guillemets, sauvage, quoi, qui peuvent être percutés par des voitures parce qu'en fait, c'est des dangers qui n'ont pas été identifiés. En tout cas, ouais, il y en a beaucoup, c'est un fait que beaucoup meurent, en fait, avant même d'être chassés. Donc, globalement, ils meurent. Là, les chiffres qui sont donnés, c'est ceux qui sont relâchés dans la nature. Donc, en fait, il faut aussi avoir en tête qu'il y en a plein d'autres qui sont élevés, qui sont pas relâchés, entre guillemets, dans la nature, mais du coup dans ces parcs privés de chasse. Tous ces chiffres, en fait, il faut vraiment avoir en tête que tous les chiffres qu'on donne, c'est des chiffres vraiment la fourchette très basse, quoi. C'est vraiment vertigineux de se dire qu'il y a un nombre aussi énorme d'animaux qui sont exploités, opprimés pour un loisir. Vraiment, on le sait, mais là, c'est vertigineux. Parmi les animaux qui sont vraiment touchés de très près par les pratiques de la chasse, je pense aux chiens de chasse. Alors, il y a plusieurs images, moi, que j'ai en tête de chiens de chasse. J'ai en tête d'abord un chien de chasse avec son maître, un chasseur avec un chien. On va dire que c'est l'image, on va dire, la plus soft du chien de chasse. Et puis après, on a plusieurs images, vous en avez parlé tout à l'heure, les chasses à courre, c'est des meutes de chiens qui poursuivent un animal pendant des heures et des heures. Il y a aussi des chenils. Moi, je sais que j'entends à la campagne des chiens aboyer toute la journée dans des chenils enfermés. En fait, il me semble qu'ils sont sortis que pour aller chasser. Est-ce que vous en savez un peu plus sur les conditions de ces chiens? Qu'est-ce qu'ils risquent aussi? Quelle est leur vie à ces chiens-là?
qui sont en fait en même temps les chasseurs aussi. Enfin, c'est aussi eux qui participent à la chasse, mais qui en sont, j'ai l'impression, un petit peu victimes la plupart du temps. Ou est-ce que je vais trop loin ? Non, complètement. Je pense que c'est tout à fait juste. Et cette image, en fait, des chiens qui aboient toute la journée dans les campagnes et qui sont enfermés, ça, c'est un souvenir aussi que j'ai extrêmement fort parce que mon voisin, effectivement, avait 17 chiens de chasse tout l'été jusqu'à 23h. Enfin, j'ai entendu ces chiens dans le Lot. Enfin, c'est des images qui sont très marquées pour moi. Et oui, en fait, eux, comme vous le dites, ils ont des conditions qui peuvent être assez terribles. Ils peuvent être blessés, en fait, même être victimes des balles en question. Ils poursuivent des animaux sauvages aussi. Ils peuvent être blessés par les animaux, en fait, qui ont peur, qui cherchent juste, en fait, à se défendre, à survivre. Donc, il y a aussi beaucoup de chiens, en fait, qui peuvent être finalement blessés par des sangliers. Ils peuvent se retrouver aussi, ils peuvent s'égarer, être renversés par des voitures. Ça, on en a beaucoup. Et Ava documente énormément ça. Les chiens qui se perdent et qui traversent des routes, qui se prennent des voitures. Parfois, les chasseurs ne viennent même pas les récupérer. Donc, en fait, c'est une vie vraiment terrible, en fait, et extrêmement triste. Parfois, les chasseurs s'en débarrassent s'ils estiment qu'ils ne sont pas assez efficaces. Il y a un peu ce rapport-là où c'est un outil de travail, enfin un outil de chasse, quoi. C'est même plus des animaux. Alors ils vont dire qu'ils aiment leurs bêtes, qu'ils aiment leurs chiens. Ils utilisent ces termes. Hein. Je sais que j'utilise. Ils vont dire ça en fait quand ils parlent de leurs chiens. Et après, je pense qu'en fonction des conditions de vie, ça va dépendre effectivement, je veux dire, des chasseurs entre guillemets. Il y a des associations. Il me semble que One Voice a sorti plusieurs fois des enquêtes sur des chiens de chasse. Donc ça, c'est à voir aussi si on veut voir certaines conditions qui peuvent être aussi pas forcément des cas isolés. Donc One Voice a fait des enquêtes sur ça. Oui, et ces chiens de chasse, ils sont effectivement victimes de la chasse. Et il y a d'autres chiens qui peuvent être victimes de la chasse, qui ne sont pas forcément des chiens de chasse, mais des chiens de particuliers, des chiens, des chats. Vous avez beaucoup de témoignages, il me semble, de gens qui vous rapportent des faits sur des animaux de compagnie, des animaux qui ont été victimes de certains accidents de chasse. Vous avez peut-être un témoignage à nous lire là-dessus, sur un chien ? Oui, effectivement, comme vous avez dit, on en reçoit énormément. Des chiens qui sont tués, des chats plombés qui meurent aussi. On a eu des animaux comme des chevaux, des ânes. Qu'est-ce que j'ai en tête aussi ? Des cochons de compagnie. Ça arrive très fréquemment. On en a vraiment plusieurs. Donc là, j'ai un témoignage sur un chien qui a été tué qui s'appelait Olaf. Le dimanche 27 septembre 2020, Olaf, mon berger allemand, âgé d'1 an et demi, s'est échappé de notre domicile. Au début, nous avons pensé qu'il reviendrait. Mais au bout de 2 heures, il n'était toujours pas là. Nous décidons avec ma famille de partir à sa recherche. Nous croisons une promeneuse et nous lui demandons si elle ne l'a pas vu. Négatif. 5 minutes plus tard, elle nous appelle et elle nous dit que des cyclistes ont retrouvé un chien mort sur un chemin de terre. En route, nous croisons des chasseurs en pleine battue, sans panneau d'indication. Nous leur demandons alors s'ils n'ont pas de lien avec la mort de ce chien. Les chasseurs nient toute implication. Arrivés sur les lieux, nous constatons qu'il s'agit bien d'Olaf mort, couvert de sang et abandonné comme un vulgaire déchet. Sur le chemin du retour avec le corps d'Olaf dans le coffre, les chasseurs présents, une dizaine de minutes auparavant, ne sont plus là. Ils se sont volatilisés. Le corps d'Olaf a été examiné par un vétérinaire. L'autopsie révèle que de multiples plombs sont présents dans tout l'abdomen et que la plaie est compatible avec un tir d'arme de chasse tiré à bout portant. Nous avons porté plainte et l'enquête n'a toujours pas avancé à ce jour. Et après, il y avait une capture d'écran de l'article qui avait été fait à l'époque sur Olaf. Il avait 20 mois, ouais. C'est tout jeune. Un chien qui a certainement été attiré par le bruit de la chasse. Enfin, on peut imaginer ça, parce qu'en 2 heures, c'est très rapide. Oui, je crois que ça questionne beaucoup notre rapport aux autres animaux, les animaux qui sont d'un côté considérés comme faits pour être abattus, mangés, ceux qui sont faits pour être l'objet de nos loisirs, ceux qui sont plus proches de nous, qui font partie de la famille, etc. On essaye de creuser ça dans Plus Sentimental, de savoir quel rapport on a aux autres animaux, quel est l'éventail des possibilités de ces rapports-là. Comment est-ce que vous avez été éduqués dans ce sens-là ? Est-ce que vous avez, on l'a déjà dit, hein, s'il n'y avait pas eu la mort de Morgane, vous auriez peut-être pas encagé toutes ces recherches, tout ce combat contre les accidents de chasse avec les gros guillemets. Est-ce qu'avant l'accident de Morgane, est-ce qu'avant sa mort, vous étiez déjà un petit peu
sensible à ces questions-là, des autres animaux? Comment ça s'est passé jusque-là? Alors, je pense qu'effectivement, la mort de Morgane et le fait que je me suis en fait intéressée aux pratiques de chasse, ça a un peu. Enfin, c'est là où je me suis posé consciemment cette question de mais quel est mon rapport aux animaux? Et après, de manière rétrospective, j'ai envie de dire, et de mise en récit de mon passé, j'ai trouvé par-ci par-là en fait des indications de parcours. Qui tendent en fait à expliquer où j'en suis aujourd'hui. Et probablement, c'est un des facteurs qui a accéléré en fait le fait que quand je me suis intéressée à la chasse, c'était incontournable en fait de, comme vous l'avez dit, nous on a vraiment fait un focus sur les humains parce que un jour un chasseur, ça partait vraiment de là. Et qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure que stratégiquement, en fait, c'était aussi intéressant pour que nos demandes soient lisibles, pour mobiliser un maximum de gens, pour aussi arriver à ce que, la plupart des témoignages qu'on reçoit, les gens vont nous dire « je suis pas anti-chasse, mais voilà ce qui m'est arrivé ». Ça, il faut l'avoir aussi en compte, qu'on s'est rendu compte que ça pouvait permettre de rassembler en tout cas une parole sans trop de clivage, en tout cas. Mais c'était obligatoire, pour moi, de me poser la question de la chasse, en fait, pourquoi en fait elle est là? Parce qu'il y a des gens, des hommes, on l'a dit, ce sont principalement des hommes qui veulent tuer des animaux et qui aiment ça et qui défendent ça. Donc je me suis posé cette question-là, vraiment de manière consciente, on va dire, à ce moment-là, et aussi parce que je me suis beaucoup intéressée aussi aux autres associations, aux enquêtes. On en a cité quelques-unes. On a cité AVA, on a cité Nos Vivienta. On peut en citer d'autres sur d'autres domaines. L214, on a parlé de One Voice aussi, PETA. En fait, toutes ces associations animalistes-là, je me suis retrouvée, en fait, ces années-là. C'était mon quotidien à regarder ça, à regarder les enquêtes qui en sortaient. Et pour moi, c'était évident que cette question-là, elle était aussi globale. Avant ça, moi, j'ai eu de la chance, on va dire, de grandir à la campagne. Donc je pense que ça aussi, c'est un des facteurs aussi importants à mentionner parce que j'ai grandi dans un village de 80 habitants, entouré d'agriculteurs et d'éleveurs. Et j'ai eu beaucoup d'animaux de compagnie aussi en étant enfant. À un moment donné, on avait une dizaine d'animaux chez nous. On vivait effectivement avec 2 chats. On avait un lapin qui avait été ramené par mon chat qu'on a gardé pendant 7 ans. On avait 5 poules. À ce moment-là, à différents moments de mon enfance et adolescence, j'avais arrêté de manger certains types d'animaux. C'est un peu spéciste, mais... poules étaient... Non, mais je vous coupe, excusez-moi, mais les poules... Parce qu'il y a plein de gens qui ont des poules. Mais c'était vos animaux de compagnie ? Mais alors, elles avaient un statut un peu particulier, on va dire. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un de nos voisins avait un coq en trop. Donc, il nous a demandé, il voulait l'abattre. Ma mère, en fait, à ce moment-là, a dit « Ah, j'aimerais bien avoir un coq, il est beau, je l'aime bien. » Vraiment, c'était un peu comme ça, quoi. Et donc, pendant un moment, on a eu un coq. Donc, il avait un espace dans le jardin. Mais je dis animaux de compagnie parce qu'en vrai, on le considérait comme ça. En fait, il se promenait dans le jardin, dans notre maison, tous les jours. En fait, il venait dans le salon, nous réveiller, nous dire bonjour. Il se mettait sur les genoux. Quand on regardait un film, on le caressait comme un chat, en fait. Il s'appelait Aristote. J'ai plein de photos où on voit ma sœur avec Aristote sur les genoux, en train de faire ses devoirs et tout. Donc après, on a eu d'autres poules toujours récupérées chez ce même voisin. Et moi, j'ai des souvenirs, effectivement, des moments où il pleuvait, où il y avait trop d'orage. Et ma mère me disait « Ah, je vais pas laisser les poules toutes seules dans le jardin. » Et il venait... je pense que nos voisins devaient se dire qu'on était complètement fous, quoi. Mais et j'avais un espace au rez-de-chaussée et même parfois dans le salon. Et ça, c'était aussi le cas pour notre lapin qui se baladait. Et aussi parce qu'en fait, à ce moment-là, il se fait le lien avec les animaux de compagnie. Parce qu'on avait des chats. Bon, globalement, c'est assez accepté qu'on ne mange pas les chats. Mais nous, et ça, c'était pas vraiment réfléchi. Et c'est pour ça que je dis que c'était pas conscient. Parce qu'en fait, on a arrêté de manger du poulet quand j'avais à peu près 12 ans à la maison. Parce qu'en fait, je me souviens très bien que en fait, ma mère, la première, quand on passait devant le boucher, qu'on voyait les rôtisseries de poulet comme on voit partout, à chaque fois, elle était « Mais quelle horreur, on peut pas... » Imagine, c'est Aristote. Et je sais qu'il y a eu ce truc-là pour les poules. Il y a eu ça aussi pour le lapin. Donc en fait, j'avais arrêté de manger du lapin et des poules à cet âge-là. Mais en fait, c'est complètement spéciste. Et j'avais pas fait le lien en fait avec les autres animaux et tous les produits animaux. Enfin, il y avait pas... Ça s'était pas connecté dans ma tête à ce moment-là. Encore une fois, rétrospectivement, c'était quelque chose d'important en fait dans mon parcours.
Après, ce que j'ai pas dit non plus, en 2020, j'ai déménagé au Pays de Galles et j'ai vécu à ce moment-là avec une personne qui est mon ex-compagnon, mais qui était végane depuis ses 18 ans. Et donc, j'ai presque été végétalienne avant de considérer que c'était un choix de ma part, quoi. Donc, mon parcours, en fait, il est pas... il est un peu déstructuré à ce niveau-là, et c'est un peu une interprétation mise en récit en fait, tous ces questionnements qui sont venus au moment où j'ai commencé à m'intéresser vraiment à ce sujet et que j'en ai fait quelque chose de politique avec Un jour un chasseur, on va dire. En fait, vous dites que c'était spéciste. Oui, effectivement, c'était un peu spéciste de dire les poules non, mais le veau oui, par exemple, ou le mouton ou autre. Mais c'est quand même un début de prise de conscience, surtout à un jeune âge, de certains animaux qu'on ne va pas vouloir manger, mais que d'autres mangent. Parce qu'un chat, à la limite, on peut se dire, bon, allez, dans la région, on n'en mange pas. Enfin, personne n'en mange, donc, ou un chien d'ailleurs. Donc du coup, bon, les gens ont des chiens, mais on va pas se dire, normalement, c'est sur la table, dans le plat. Alors que des poules, des lapins, effectivement, le lapin, c'est encore un peu... c'est entre les deux. Mais une poule, normalement, c'est pas un animal de compagnie dans la culture actuelle, ici. Donc du coup, vous avez peut-être démarré un déclic qui fait que peut-être vous avez eu cette ouverture-là, en même temps refuser de manger un animal qui normalement est mangé, j'imagine. Franchement, de manière honnête, c'était vraiment pas conscient. Et pour le lapin aussi, c'était notre chat qui l'a, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est notre chat qui l'avait ramené pour le manger. On a sauvé, c'était un tout petit lapro qui pouvait à peine marcher. Et en fait, on s'est rendu compte plusieurs mois et années après que globalement il était allé le chercher dans l'élevage d'à côté. Enfin, c'est notre voisine qui un jour était chez nous qui l'a vu, et je pense qu'elle avait jamais vu des lapins en fait qu'elle élevait aussi âgés que ça. C'est ça, aussi grand, parce qu'il devait avoir peut-être 1 ou 2 ans. Ces lapins, ils étaient tués plus tôt que ça, et je me souviens qu'il y avait vraiment eu un truc où... Et effectivement, maintenant, j'ai regardé, c'était le même que ceux qu'elle élevait. Oui, mais c'est super, parce qu'en fait, du coup, ça veut bien dire que les gens, ils pensent que c'est... Parfois, on pense que les animaux sont faits pour être mangés. Genre, ces animaux-là, ils sont faits pour être mangés, donc c'est bon. Bah oui, mais ce lapin-là, avec plein de poils et tout ça, mais ça, c'est un animal de compagnie. Alors que celui-là qui devient très gros et qui est pas normalement un animal de compagnie, en fait si, c'est pareil, c'est un individu. Ouais, complètement. Ouais, c'est complètement ça. Et je pense que, effectivement, ça a été je dirais pas un déclic, et c'était pas conscient encore une fois, mais je pense que j'ai appris énormément en fait avec ces animaux en fait quand j'étais jeune, parce que je pense que même moi à 12 ans je savais pas qu'un poulet et qu'un coq pouvaient être aussi affectueux que ça. Pareil pour un lapin, je savais pas que ça peut lécher la main comme un chat quand il est content. Et je pense que j'ai appris énormément en fait avec eux, et j'ai fait pas mal d'allers-retours aussi avant de devenir végane. Il y avait la question du climat. À un moment donné, quand j'étais en master, j'avais regardé pas mal de documentaires à ce niveau-là, et j'avais arrêté de manger de la viande. Je mangeais toujours des œufs et du fromage. Mais je me souviens que c'était beaucoup plus pour des raisons environnementales qu'une prise de conscience pour les animaux. Enfin, en tout cas, c'était l'argument que je mettais derrière. Mais voilà, donc Un jour un chasseur, ou en tout cas, ça a accéléré bien les choses, et ça a vraiment mis en perspective en fait tout mon parcours. Et là, vous êtes devenue végane définitivement à partir de ce moment-là, c'est ça? Ouais, quasiment, on va dire. Comme je dis, il y a eu toute une période où j'étais végétalienne avant, de manière un peu plus inconsciente, mais et en tout cas, ce choix, il a été fait avec tout ce que je voyais en fait au quotidien, et c'était même, encore une fois, c'était... Ouais. Donc maintenant, vous êtes très engagé contre la chasse. Aussi, tout ce parcours de vie, ça fait que maintenant, vous êtes presque aligné, j'ai envie de dire. Voilà, vous êtes végane, vous avez pris parti contre la chasse. Vous luttez en étant végane et peut-être en faisant d'autres choses pour les animaux, mais vous luttez aussi pour les animaux humains, qui sont des victimes, on l'a vu, potentielles d'autres humains, très minoritaires, et qui se permettent d'utiliser un pouvoir par les armes. Donc vous faites tout ce travail-là pour limiter au maximum, pour faire comprendre
entendre aux autorités qu'il faudrait beaucoup plus légiférer là-dessus, qu'il y ait plus de contrôle, etc. Vous vous heurtez quand même aux arguments pro-chasse. J'aimerais que très rapidement on les déconstruise une bonne fois pour toutes. Si je vous cite, si je vous énumère un petit peu les arguments principaux qui sont pro-chasse et que vous me répondez rapidement sur tout ça, je pense qu'on aura fait le tour. Je pense que le premier argument, qui est très souvent répété, on en a déjà un petit peu parlé, mais peut-être qu'on peut conclure là-dessus, les chasseurs seraient des garants de la biodiversité, seraient des grands écologistes. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? On peut oublier cet argument directement, je crois. Donc, au-delà du fait qu'ils tuent énormément d'animaux, ils polluent en fait aussi, notamment les sols. On peut parler de la pollution au plomb, qui a à peu près encore au minimum 6000 tonnes de plomb qui sont relâchées dans la nature par an. Il y a le plastique des cartouches aussi. Tout ça, en fait, ça a des conséquences vraiment néfastes sur la biodiversité. On peut parler du saturnisme chez les oiseaux. Il y a 250 millions de cartouches qui sont tirées tous les ans. Elles ne sont pas forcément, même pas du tout ramassées, elles restent sur place. Et donc, on peut considérer qu'il y a entre 1 et 2 millions d'oiseaux qui meurent chaque année à cause du saturnisme. Au-delà de ça, cet argument, on l'entend beaucoup parce qu'en fait, ce qu'ils disent en contribution à la biodiversité et l'écologie, c'est qu'ils plantent des haies. Au-delà du fait qu'on n'a pas besoin d'un fusil pour planter des haies et que voilà, on peut aussi penser que c'est parce qu'en fait, c'est aussi très facile, une fois qu'il y a des haies plantées, c'est plus facile de tuer les oiseaux qui s'y nichent. Argument suivant, protéger la culture et les traditions françaises. Ça aussi, on peut l'entendre beaucoup, mais pas que pour la chasse, d'ailleurs, pour plein d'autres pratiques. Mais pour la chasse, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce côté-là ? Il y a beaucoup de traditions qui sont archaïques et heureusement qu'elles ont été abandonnées. Donc ça, c'est absolument pas garant de légitimité. Là, la tradition dont il est question, c'est quoi ? C'est une violence injustifiée envers les animaux, un abattage récréatif. Voilà, donc toutes les traditions ne sont pas bonnes à garder. On peut évoluer avec toutes les connaissances qu'on a en termes d'éthique, de souffrance, de cruauté envers les animaux. Peut-être qu'on peut viser quelque chose de plus intéressant en termes de société, on va dire. Alors, la chasse est un loisir populaire. On en a déjà quand même pas mal parlé, mais peut-être un dernier petit chiffre. Oui, alors c'est le fait que 39% des chasseurs actifs sont des cadres ou professions libérales et que faire de la chasse, en fait, ça coûte cher, au minimum 2168 € selon certaines études de la FNC. Et je crois qu'il y avait une étude du Monde qui parlait même de 2800 € par pratiquant. Enfin, ça, c'est une moyenne et c'est donc des coûts extrêmement élevés. Ah oui, alors un argument super. Il y a plus de morts en voiture et en trottinette. Donc interdisons-les et gardons la chasse, bien sûr. Ça, c'est effectivement un argument qui nous est souvent opposé par les chasseurs. Donc là, on parle de voitures, de trottinettes, mais parfois, ils parlent d'autres activités, de ski, voilà, vraiment plein de choses. Ils ont tout un tas d'arguments avec des morts plus importantes dans d'autres activités. Là, au-delà du fait que c'est quand même un peu bizarre de comparer un moyen de transport qui, pour certaines personnes, en fait, est incontournable pour se rendre travailler, par exemple. Donc, comparer ça à un moyen de transport avec une arme dont le but est principalement de tuer, pour nous, ça n'a rien à voir. C'est un peu malhonnête, quoi. Ouais, c'est un peu malhonnête et c'est aussi toujours, là, il joue sur le fait que c'est un accident, que ça peut arriver, que c'est une fatalité et qu'en fait, on n'y peut rien, sauf qu'encore une fois, une arme, c'est fait pour tuer. Quand un chasseur appuie dessus, on peut toujours parler de balles perdues, d'accidents. N'empêche que l'acte de passer un permis de chasse, de détenir une arme, de l'utiliser, c'est tout à fait volontaire et logiquement, ouais. C'est fait pour tuer, donc en fait, c'est pas un accident, effectivement, comme vous l'expliquez très bien. La chasse est un loisir de nature peu accidentogène. Donc ça, c'est ce qu'ils disent effectivement, parce que ce que je disais juste avant, en fait, le fait qu'ils vont dire non, mais il y a beaucoup plus de morts, de personnes qui font du ski, qui font de l'escalade. Franchement, ils ont tout un tas de chiffres et je crois que même le rapport que le Sénat avait fait, ils disent finalement, c'est un des loisirs récréatifs le moins dangereux. Le moins dangereux, c'est là où il y a le moins de morts. Par contre, ce qu'ils disent pas, c'est que c'est un des seules activités finalement qui tue des non-pratiquants.
et qui blessent des non-pratiquants. Comme, vu qu'on est sur 1 million de pratiquants, 10 morts, ils estiment que je sais pas combien il y a de pratiquants de randonnée, il faudrait regarder les chiffres ou de ski. Mais en fait, faut vraiment rappeler ça, c'est que en fait, ça tue et ça blesse des gens qui n'ont rien à voir avec ce loisir. Et ça, c'est vraiment le seul en fait loisir de nature avec des gros guillemets qui fait ça. Et pourquoi en fait il y a si peu de morts? Parce qu'en fait, quand on prend un peu toute une perspective en disant les armes elles sont ultra puissantes, il y a aucune règle, ils sont pas formés. On peut se demander légitimement, mais c'est vrai, finalement, il y a peu d'accidents parce qu'en fait, on peut se dire, mais parce que il faut savoir que les gens changent leur comportement en fait en période de chasse à la campagne. Enfin, nous, le nombre de témoignages qu'on reçoit de gens qui disent qu'ils ont rebroussé chemin, qui sortent avec une boule au ventre, qui s'empêchent de sortir le dimanche à la campagne, c'est inimaginable. Et là, je peux juste citer rapidement une étude que je crois que c'était Animal Cross qui l'avait partagée. Je crois que c'est 70% en fait des ruraux s'empêchent de sortir ou changent leur comportement en fait en période de chasse parce qu'ils se sentent en danger, en insécurité quoi. Et donc ça explique aussi pourquoi entre guillemets il n'y a pas plus d'accidents de chasse quoi. Effectivement, on peut se demander comment c'est possible qu'il n'y en ait pas plus, vu la portée des armes et le nombre de chasseurs aux périodes de chasse. Argument aussi très souvent invoqué, alors les promeneurs devraient porter des gilets orange, quand ils disent pas carrément qu'il faudrait rester chez soi, ça arrangerait vraiment tout. Ouais, alors cet argument, il est très dangereux. Au-delà du fait que, effectivement, ils disent aussi qu'il faut qu'on reste chez nous, ce qui ne marche pas très bien puisque Morgane et plein d'autres victimes sont chez eux en général et comme on l'a vu, il y a des balles dans des maisons. Mais pour revenir sur ce gilet orange, donc là, on peut rappeler juste que 90% des victimes humaines de la chasse sont des chasseurs qui portent des gilets orange dans la plupart du cas. Donc c'est pas très rassurant de se dire que finalement, c'est l'argument de sécurité. Donc c'est pas parce qu'ils seront plus visibles ou qu'ils savent où ils sont situés entre eux, parce qu'en battu, normalement, ils sont censés savoir où ils sont les uns des autres et n'empêche, ils se tirent dessus. Donc, on peut dire que ça ne protège pas. Le gilet orange, c'est pas un gilet pare-balles. Et aussi, c'est dangereux parce que ça repose, en fait, la question de la responsabilité de la victime qui est tuée. C'est la tenue, en fait, de la victime qui est mise en cause. Et donc, par là, un peu, c'est de sa faute, quoi. Si elle a été tuée, si elle a été blessée. Oui, elle l'a bien cherché, quoi. Enfin, c'est vraiment ce truc... Ouais. On n'a pas pu la voir, il n'y avait pas de gilet, etc. Enfin, on voit bien que de toute façon, ça ne veut absolument rien dire, parce que, comme vous le dites très bien, il y a des gens qui sont chez eux, il y a des gens qui sont dans leur voiture, voilà. Donc ça, c'est pas des gens qui doivent porter des gilets orange. Et ils sont tués quand même. Oui, c'est ça. Et puis ça serait encore une fois une minorité non armée qui ne pose aucun problème de sécurité, en fait, de s'adapter à la pratique d'une minorité armée, quoi. Bon, maintenant, pour finir, on peut réfléchir, vous y avez déjà réfléchi beaucoup sur ce qu'il faudrait faire urgemment. Si ce n'est complètement arrêter la chasse, parce que ça, c'est pas pour demain. Mais en attendant d'arrêter complètement la chasse, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses ? Alors nous, dans notre livre, en fait, c'est parti en fait de la pétition qu'on avait déposée au Sénat. On était parti sur 5 mesures qu'on considérait urgentes, faciles à mettre en place, mais aussi complètement de bon sens. Franchement, la manière la plus simple, je pense qu'on est toutes et tous d'accord ici, que la manière la plus simple d'améliorer la situation, c'est d'interdire la chasse. Enfin, c'est de ça dont il est question. Or, on sait que cet argument, il n'est pas entendable par les personnes qui nous gouvernent. Et donc, nous, on a proposé 5 mesures. Voilà, ça serait un premier pas en tout cas. Et encore une fois, on n'invente rien. Ce sont des choses qui sont plus ou moins appliquées dans d'autres pays européens où, en tout cas, le nombre de victimes humaines est beaucoup plus faible, voire inexistant. Donc on sait qu'au moins, ça aura un effet sur ça. Ce qu'on proposait, c'était qu'il y ait des jours sans chasse. Donc nous, on avait proposé, très gentiment, on va dire, le dimanche et le mercredi sans chasse, parce que c'est le minimum pour nous. Pourquoi le dimanche et le mercredi ? Alors le mercredi, c'était un peu symbolique. Morgane est mort un mercredi. Après, ça avait été un jour qui avait été aussi interdit par le passé, pendant 3 ans, par Dominique Voynet. Donc il y avait déjà eu un test sur le mercredi. Le jour des enfants, il y avait ce truc-là. Le dimanche, parce que c'est le jour où la plupart des gens ne travaillent pas et peuvent en fait sortir, se promener dans la nature. Donc il y avait ces 2 jours, mais en vrai, on devrait aller plus loin, quoi. On devrait, là, on le voit dans les derniers sondages, que la plupart des Français en fait sont d'accord pour interdire la chasse le week-end, les jours fériés, l'intégralité des vacances scolaires. Ça, ce sont des choses qui pourraient être clairement mises en place, ouais. Et qui le sont dans plein d'autres pays européens, au Royaume-Uni notamment. Dans certains pays, les jours chassés sont en minorité par rapport aux jours chassables dans la semaine, quoi.
La deuxième mesure, ce serait une formation plus stricte et un durcissement de la réglementation. Une uniformité de cette réglementation, comme on l'a dit, qui est disparate selon les territoires et les espèces. Il faudrait quelque chose de beaucoup plus transparent et qui soit clair pour tout le monde. Oui, y compris pour les non-chasseurs, savoir quelles règles sont censées être appliquées par rapport à eux et qu'ils puissent aussi agir en fonction de ça. Quand on sait que les chasseurs peuvent rentrer dans notre jardin, on ne sait plus trop quoi faire, effectivement. Alors que s'ils avaient l'interdiction de le faire, ce serait clair pour tout le monde. Ouais, exactement. Ils sauraient quand est-ce qu'ils peuvent porter plainte, parce que souvent, en fait, quand il se passe quelque chose, et ça, on l'a souvent dans les témoignages qu'on a, le chasseur dit « mais j'ai le droit », et en fait, on ne sait plus, on ne sait pas, on se renseigne, on ne comprend pas, on ne trouve pas sur Internet, et finalement, il ne se passe rien, quoi. C'est un peu ça. Le meilleur contrôle des armes, on en a parlé aussi assez longuement. Pour nous, on considère qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour la traçabilité des armes, un suivi, qui sont les détenteurs d'armes, est-ce qu'ils ont certaines fragilités physiques, psychologiques, est-ce qu'ils ont été interdits par le passé, est-ce qu'ils ont des casiers judiciaires liés à des violences, des comportements à risque. Voilà, en fait, il y a toutes ces questions. On aimerait que effectivement le permis de chasse intègre cette question-là et que ça soit pas, tu as le droit de porter une arme, enfin, tu as le droit de détenir, ou d'utiliser une arme à vie dans le cadre de ton permis de chasse, que ça puisse être remis en question. Et puis que quand il y a des condamnations qui n'ont rien à voir avec la chasse, que ça soit aussi pris en compte que cette personne, elle chasse et qu'elle détient une arme chez elle. Après, il y avait la question de l'interdiction de détenir une arme et de chasser à vie quand une personne ou était condamnée ou commettait des infractions. Donc nous, c'est ce qu'on aimerait en fait en termes de sanctions, on va dire. Ce serait qu'effectivement, n'importe quel chasseur qui commet une fois une infraction, qu'elle soit une mise en danger, même s'il n'y a pas eu de blessés ni de morts, en fait que ces armes soient directement retirées, qu'il n'ait plus le droit de chasser, mais à vie. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on demande. Et enfin, la dernière mesure, c'est lié à cette libération de la parole. On aimerait vraiment que l'État se saisisse de cette question et reconnaisse les victimes de la chasse comme des vraies victimes. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont blessées, des personnes qui sont tuées, les proches sont laissés complètement dans le flou. Il y a des gens qui sont traumatisés, qui ont vu en fait des scènes de violence ou de cruauté envers des animaux, mais vraiment des choses vraiment très fortes et traumatisantes. Il n'y a aucun accompagnement du tout. Ces questions-là, elles ne sont même pas discutées en fait par l'État, et nous, on voudrait qu'il y ait un accompagnement. Parce qu'en fait, voilà, on a parlé des morts et des blessés, mais ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, en fait, il y a des témoins, et comment est-ce qu'on fait quand on assiste au décès d'un proche tué par une arme, en fait, aussi violentes que celles qui sont utilisées à la chasse. Enfin, vraiment, ça pose question de tout cet accompagnement des victimes directes et collatérales de la chasse. Super, merci beaucoup pour ces précisions. Et effectivement, comme vous le dites, ce sont vraiment des réformes urgentes qu'il faudrait faire, quoi. Alors, merci beaucoup, beaucoup pour votre intervention, d'avoir été avec nous. On a 2 questions rituelles à poule sentimentale que vous connaissez peut-être. La première, c'est: est-ce que vous auriez une recette végétale et ou un lieu où vous aimez aller manger à nous conseiller? Alors, le lieu que je pourrais conseiller, c'est Marcus Pizza. C'est à Paris, rue Bichat. Voilà, ils font des pizzas excellentes. J'adore les pizzas et vraiment, je conseille tout le monde d'aller faire un tour là-bas. Et sinon, la recette, je citerai la soca. C'est une sorte de crêpe niçoise à base de farine de pois chiches. Le principe, c'est de la farine de pois chiches avec de l'eau. Beaucoup d'huile, beaucoup de sel, beaucoup de poivre, et c'est trop bon. Ça rappelle le Sud. Et ça se fait à la poêle? Comme des crêpes, en fait. Ça peut se faire à la poêle comme des crêpes. Ouais. Du sel et du gras. Tout ce qu'il faut. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un message à dire à nos auditrices, à faire passer, un dernier mot Alors, ce que je dirais peut-être, c'est de continuer à regarder en fait les enquêtes et les vidéos qui sont faites par les associations de défense des animaux. Donc, on en a cité plusieurs dans ce podcast. Les vidéos que fait Ava sur la chasse à courre, Pierre Higo avec Nos Vivienta, L214, One Voice, ils en font, PETA aussi. Enfin, toutes les associations, de continuer à regarder ces vidéos-là, de les partager, de soutenir les associations autant que possible en partageant les vidéos à ses proches sur ses réseaux sociaux. Tout ça, en fait, ça permet de donner de la visibilité à ces questions-là et de faire en sorte que ces questions, elles existent dans l'espace public, et c'est hyper important. Donc ouais, ça serait, on va dire, mon message de la fin. Merci énormément, Mila. Merci beaucoup. Merci, Rose. Dans les quelques jours qui ont précédé la sortie de cet épisode, un chasseur a été tué devant son enfant par un autre chasseur.
Un cerf a été lâchement exécuté à la dague avec une violence inouïe dans le jardin de la mère de Luc Besson. Un couple s'est fait charger par un sanglier blessé et en détresse et en a réchappé avec des blessures graves et des traumatismes. Aucune nouvelle du sanglier. Et la balle d'un chasseur est venue percuter la fenêtre de la chambre d'un bébé. Partagez cet épisode sur les réseaux, mettez des étoiles dans Apple Podcast ou Spotify ou des pouces sur YouTube et surtout laissez-moi vos avis et commentaires. À très vite!